Bonjour, bienvenue à Horreur paranormale et meurtres avec moi-même François Quirion. Aujourd'hui, je reçois Francis Prévost, que je suis vraiment content de recevoir. Ça fait un petit bout qu'on était supposé de faire un podcast ensemble. Dans le fond, c'est toi qui m'avais invité, je pense ça fait peut-être plus que 6 mois. Ouais, sur, après avoir joué sur ton open mic au Témis. Ok, ça fait vraiment longtemps. Ouais. Tu m'avais invité sur le podcast Bonjour les voyeurs que tu Exact. faisais avec David Vadeboncoeur. C'est ça, exactement. Puis dans le fond, c'est ça, tu m'avais comme suggéré une thématique que finalement on va en parler aujourd'hui. Parce que je trouvais que ça fitait bien avec la thématique de mon podcast. Tu m'avais suggéré la thématique du docteur Gunther von Hagen, Ouais. le créateur de la technique de la plastination, qui est une technique de conservation de corps ou de morceaux de corps. Fait que Ouais. ça va être bien intéressant. Sinon, tu as suggéré aussi quelque chose que je connaissais pas, c'était la tombe de Victor le Noir. Victor Noir, oui. Victor Noir, ok. Oui. Victor Noir qui a été... c'est un journaliste qui a été assassiné. Puis ils ont fait sa tombe. Puis c'est une représentation de lui en bronze sur le dos, avec l'impact de balle. Tu peux voir tout comme si c'était le vrai corps, mais c'est une statue. Ok. C'est son monument qui est comme ça. Au Père Lachaise. Ok. Ouais. Fait que ça va être bien intéressant. Puis aussi, tu voulais qu'on parle de chacun notre rapport avec la mort. Oui. Ça, tout le monde en a un, puis c'est personnel à chacun. Fait que ça va bien clore l'épisode. Je pense que ça va être quand même bien rempli. Fait que c'est ça, je suis de retour. Ça faisait un petit bout que j'avais arrêté pas mal tout, là, les projets, l'humour, les podcasts, parce que là, je prenais un cours en organisation d'événements, puis c'était quand même une grosse charge de travail. Fait que là, je suis content, je recommence. Je vais réenregistrer des nouveaux épisodes pour vous autres. Sinon, toi, tu travailles en ce moment sur un projet qui a l'air pas pire le fun, puis je m'en vais jouer là le 25 avril. Là. Vous avez votre soirée à l'Atomic Café, l'open mic de l'Atomic Café. Oui, sur la rue Ontario, c'est le 2e jeudi du mois, puis le 4e jeudi du mois. Puis c'est un open mic qui fonctionne avec Booking. Puis c'est ça, c'est 5$ à l'entrée. Puis ça, c'est le côté business, mais le côté fun, c'est que on fait pas une vraie sélection, là, à part pour faire des soirées plus équilibrées, là, pour qu'il y ait un échantillon de tout, que ce soit intéressant pour les spectateurs. Là. Mais sinon, tout le monde peut venir jouer. Là. Ah, ça, c'est le fun. Ouais. Ça, vous êtes pas des snobs. Non, on sélectionne pas nécessairement parce que... parce qu'il a fait l'école de l'humour ou parce qu'il a sa propre soirée puis il va te booker. Ouais, c'est ça. Puis en même temps, on donne la chance à du monde des fois qu'ils veulent venir roder quelque chose, sont un peu plus connus, un peu plus expérimentés que nous autres, puis t'apprends dans ce temps-là. Là, tu sais. Ouais, c'était à l'Atomic Café, c'est vraiment une belle place. Moi, je m'en rappelle avant, j'allais souvent dans ce café-là juste pour écrire, prendre un café. Là. C'est vraiment une belle vibe. Vintage. C'est la première fois qu'il y a des soirées d'humour là-bas. Je pense que oui. C'est quand même bizarre qu'il n'y en avait pas avant. Il me semble que c'est une vraiment belle place. Oui. Ben, il y avait plus des bands qui jouaient. Ouais. Puis, d'ailleurs, j'ai joué souvent là avec mon band, là, les Têtes Réduites. Là. C'est ça que tu me parlais tantôt, tu étais dans un band avant, quand tu étais jeune. Puis, je connaissais ça. Je sais pas si tu savais, le Café Atomique, la partie arrière, c'était un club vidéo. Ah, pour vrai, non, je savais pas ça. Avec une collection de films d'horreur hallucinantes là, qui a été... je pense que ça a été redistribué en partie à la Bibliothèque nationale. Ah ouais. Ouais. Ah, j'aurais trippé. Il y avait un club vidéo, c'était la dernière partie en arrière, là où il y a la scène. Dans le temps que tu jouais là avec ton band? Non, après. OK. Non, c'est avant, excuse. Avant. Le club vidéo, c'était avant, parce que quand ils ont démantelé le club vidéo, ils ont fait une scène. C'est un des rares stages blancs. Ah ouais, il est blanc? Ouais, le stage est blanc. Les risers sont blancs. Ouais, puis c'est un décor vintage. Ouais. On dirait les années 70. Là. Mais quasiment, moi je trouve qu'il y a une petite vibe années 50. Là. Ouais. Surtout, tu vois, sur le menu, il y a genre le Elvis Special, sandwich beurre de peanut banane. Ouais. C'est vrai, je pense qu'Elvis, il aimait ça. Là. Avec le motif atomique dans le logo. Puis, mais ouais, c'est très rétro comme vibe. Là. Je vais saluer mon chum Gilles Boudreau, qui est propriétaire de ça, qui est super fin. Ah, c'est ton chum? Ouais, c'est un ami. C'est le même propriétaire que dans le temps? Ah, ça a toujours été les mêmes gars. OK. C'est 2 partners, ça a toujours été le même monde. Bon. Ben, j'ai super hâte d'aller jouer là. Ouais, l'open mic de l'Atomique. Je suis là le 25 avril. Je suppose que ça va peut-être pas être sorti encore. Mais en tout cas, on va avoir du fun. Absolument. Yes.
Fait que c'est ça. Sinon, ça fait combien de temps que tu fais de l'humour? J'ai commencé ça pendant la pandémie. J'en faisais avant pour faire de la pub pour mon band. Là. On avait fait des capsules. Là. OK. Ça a plus ou moins pogné, là, mais nous autres, on a trippé à faire ça. Puis après ça, quand la pandémie est arrivée, j'ai pris un cours d'écriture. OK. C'est à l'école de l'humour? Non, par Zoom, Par avec la Zoom. gang de Frank Grenier. OK, c'est ça. Il y a comme... il y a deux écoles de pensée, c'est littéralement ça. Là. C'est soit tu as fait les cours de soir à l'école de l'humour, soit tu as pris les ateliers avec Frank Grenier. Là. Ouais. Mais Ouais. après, j'en ai pris un atelier à l'école Ok. nationale de soir avec Mario Grenier. Là. Euh, Non, Mario Bélanger. Mario qu'est-ce que Bélanger. je radote? Ouais, c'est ça. Moi, j'ai pris 2 cours avec Mario Bélanger. C'était quoi le cours? Découvrir son potentiel humoristique. C'est exploration humoristique. Ouais, Ok, c'est ouais, ça. je l'ai pris ce cours-là. Ça, c'était le fun, ça. Une sorte de petit exercice. Genre, des fois, Ouais. ça te fait sortir des affaires que tu n'aurais pas pensé. Ça, c'était vraiment bon. C'est J'ai vraiment bien bon aimé pour Mario, créer. très ouvert, belle sensibilité. Mario, c'est ça, c'est un amour, là. Ouais, Je ouais. suis posé de le recevoir à mon podcast prochainement. Il m'a dit que ça y tentait. Je fais une petite annonce. On est supposé de parler des histoires d'horreur du rock. Ah ouais, ah ouais. Parce qu'il y en a plein. Puis là, tu sais, j'ai suggéré genre la légende de... c'est quoi son nom, là? Quelque chose Johnson. Le premier du 27 Club là, qui aurait fait un pacte avec le diable sur le Crossroad puis il serait devenu... Oui, oui, le fameux bluesman qui Ouais, est ouais. parti, il savait pas jouer de guitare, puis quand il est revenu, genre après un très court Il a laps de temps. créé le rock and roll. Ouais, ouais, En ouais. tout cas, c'est une belle histoire. Là. Sinon, il y a une couple d'histoires de même, genre Jimmy Page qui a acheté la maison d'Aleister Crowley, qu'il aurait fait plein de rituels dedans. Puis Jimmy Page dit que la maison était hantée. Puis après ça, en tout cas, je veux pas trop en parler, mais c'est ça. Juste de même, moi j'étais un fan de David Bowie, là. Puis quand il y a eu sa passe cocaïne, là, David Bowie, là, c'est sur qui il paranoïait? Il dormait pas la nuit, puis il pensait à Jimmy Page. Ah ouais. Ouais, il disait, lui, là, il y a un lien avec le diable, puis tout, puis il en avait peur. Mais il était à Los Angeles, puis Jimmy Page était ailleurs dans le monde, ou à quelque part en Angleterre, dans son manoir, là, puis il savait pas ça. Mais David Bowie, toute la nuit, il paranoïait sur Jimmy Page. Ah ouais, Ouais. c'est bien drôle ça. Ben, C'est en weird, tout cas, hein, je vais aller lire là-dessus, c'est sûr. Ouais, ouais. Bon, mais en tout cas, fait que c'est ça. Mario Rock, il rock, est-ce Ben oui. Puis que, tu sais, là, son band, le Mario Rock. Là, le Mario son- Rock Band. Le Mario Rock Band, là, moi, là, tu sais, j'ai jasé avec, puis on a échangé nos CD, puis notre matériel. Puis moi, je pensais que c'était un band juste de joke, tu sais, une grosse farce. Non, c'est des bons musiciens, là. C'est un vrai band, c'est des vrais tunes. Mais c'est ça, il veut que ce soit du rock humoristique. Là. Oui, en même Ça temps. reste quand même du rock. Là. Mais c'est bien fait, c'est du vrai hard rock avec des solos puis tout le kit, c'est compétent, là, c'est pas des niaiseries. Ouais, là. non. Je m'attendais à ce que ça soit juste de la joke. Non, ils sont très bons. Là. Mais c'est comme, moi j'aimais bien quand j'étais petit les chansons des Denis de Relais. Ouais. Pas juste parce que c'était drôle, parce que c'était vraiment des bonnes chansons Mhm. musicalement. Là. Je trouve ils ont quelque chose. Ouais. T'as-tu connu les Dread Zeppelin? Non. Les Dread Zeppelin, là, c'était des versions reggae de tunes de Led Zepp chantées avec la voix d'Elvis. Ah, ça doit être bon. Ouais, c'est bon. Ça doit être bizarre, mais ça doit être bon. Ouais. C'était pas pire. Malade, ben je vais aller checker ça. Là. Une belle cochonnerie des années 90. On a trippé 6 mois là-dessus. puis, Après ça a tombé dans l'oubli. Ben oui. Mais toi, t'en parles encore. Eh oui. Tout ce qui est inutile, moi, man. Si l'inutile avait été payant, là, je serais allé à l'université. esti. Tu vois, j'aurais appris l'inutile, là, puis je serais devenu un spécialiste de ça. Ouais, ça, je Tout pense ce qui sert à rien, je suis ben bon du là-dedans. monde, ben du monde qui serait riche si c'était juste de ça. Là. Des fois, je pense à quel point, genre, je perds du temps à lire sur plein d'affaires qui m'apportera rien. Ben oui. Mais tu sais, c'est sûr, là, je lis sur tous les films d'horreur, puis là, j'en parle dans un podcast, mais tu sais, au bout de la ligne, Hey, je collectionne des photos romans. des photos romans. Ouais, des histoires romantiques de madame des années 60. T'as-tu plus inutile que ça pour un gars, tu sais? Mais les collections, c'est quelque chose d'autre d'inutile, mais qui nous passionne tellement, Ouais. là. Tellement. Ça te fait durer, ça te fait vivre. Fait que, ben c'est ça, l'eau elle coule, la champlure est ouverte. Ben ouais. On peut rentrer dans le vif du sujet. Dans le fond, Von Hagen. pourquoi tu m'avais suggéré ce sujet-là en partant? Ben, parce que j'avais entendu parler de ça il y a longtemps. C'est une personne qui avait vu une émission de télé
où on voyait le docteur de la mort, Von Hagen. Oui, il y avait son émission de TV, Ouais. ça je m'en rappelle, il me semble d'avoir vu ça, puis il y avait des bouts où, mettons, il dissèque une testicule, puis j'étais comme, tu sais, je le sentais, là. Ouais, il dissecte live devant la caméra, devant les caméras, il dissecte, puis moi je disais, ben voyons donc, tu regardes pas ça. Il dit, oh ouais, puis il y a un commentaire en arrière, puis tout, puis moi je capotais de savoir ça, puis là je l'ai complètement oublié, puis à un moment donné, quand je cherchais des sujets de chronique, je suis tombé là-dessus, je suis revenu là-dessus parce que je me disais, hey, ça c'est sûr que personne n'en parle. J'entends jamais personne parler de ça, tu sais. Puis il y avait eu des expositions en Europe, en Allemagne, en France. Il y en a eu une à Montréal aussi. Oui, en 2009, c'était l'affaire à Paris qui n'ont pas accepté de le faire. Mais c'est ça, oui, ça a été de passage à Montréal. C'est des corps humains plastinés. C'est le principe de la plastination, la façon de les conserver. Pas juste des corps humains, mais des organes qui sont sortis du corps. Puis là, ils présentaient, mettons, un poumon sain, puis un poumon de fumeur. À ce qui paraît, c'est saisissant. Même chose pour le foie de quelqu'un de sain, puis un alcoolique. Puis c'est ça. Puis, mais honnêtement, OK, là, on parle de ça aujourd'hui. Je n'ai jamais vu les images. OK. Ah non, moi, je vais en mettre au montage, c'est sûr. Parce que moi, je veux dire aux gens qui nous écoutent, je ne l'ai pas vu. Comme la vidéo de Magnota, j'ai refusé de voir ça. Mais non, moi, je l'ai vu, puis je regrette de l'avoir vu. Tu vois, hein? C'est ça. J'étais jeune en crise. Il y a un psychologue à la radio qui avait expliqué aux gens pour l'affaire de Magnota quand ça venait juste d'arriver. Vous savez, ces images-là vont rester imprimées. Donc, si jamais vous faites la gaffe de regarder, vous allez être prêt avec après. Mais c'est que la mort, c'est tellement quelque chose de personnel à toi quand tu meurs. Puis là, de regarder ça comme un show, le gars, il meurt devant tes yeux. C'est frappant. Moi, ça m'a bouleversé. Puis j'étais vraiment jeune là, quand c'est arrivé. Tu sais, c'était avant quelle année? C'était comme 2007, 2009. Okay. En tout cas, faudrait que je corrige ça, whatever, mais il me semble que j'avais entre 9 et 11 ans. Là, quand j'ai regardé ça... Wow! OK. Ah ouais, puis tu sais, les exécutions faites par des terroristes de journalistes... Peut-être que j'avais 12 ans. Sur le web. J'étais jeune. Ouais. Je veux pas voir ça, parce qu'après ça, je vais m'en souvenir. Là. Ah ouais, c'est marquant. Puis après ça, tu fais comme... Ben, pourquoi j'ai regardé ça? T'sais. Exact. Mais là, en fait, c'est des lectures. La recherche sur Von Hagen, c'est juste des lectures que j'ai faites. Okay. Puis je peux aller voir plus d'images qu'il faut. Mais c'est ça. Ce que lui, il fait, c'est un petit peu sujet à débattre parce que ça fait avancer quand même la science. Puis moi, je trouve que quelque part, c'est quand même de l'art. Là. Le corps humain, c'est de l'art, là, comment qu'on est fait. Là. Mais c'est ça. En gros, Von Hagen, c'est un anatomiste allemand d'origine polonaise qui a créé en 1977 la méthode de plastination, qui est une méthode qui sert à conserver et exposer les corps et les morceaux du corps humain pour mieux expliquer le système du corps dans lequel on vit. Puis c'est ça. Cette technique-là a été apportée au Canada par la suite par... c'était le professeur Régis Olry, qui était un professeur à l'Université du Québec de Trois-Rivières. Oh, OK. Puis en passant, Régis était l'ancien assistant de Von Hagen. Fait que son bras droit, c'était un gars de Trois-Rivières. Okay. Ça, je trouvais ça intéressant de le dire. Ah, il y a un lien avec le Québec direct. C'est capoté pareil. Ouais. OK. Puis c'est ça, ces expositions ont été partout dans le monde. Ça a été de passage à Montréal. Ouais. Puis en 2009, il y a eu la polémique en France, plus précisément à Paris, où ils ont refusé que l'exposition de Von Hagen ait lieu à Paris. Puis là, dans le fond, la polémique en France, c'est le comité consultatif de la France, dans le fond, qui accusait Von Hagen de trafic de condamnés à mort chinois qui utilisaient les morts pour faire ses œuvres. Wow. C'était sans autorisation de leur famille. Puis ça, il accusait, d'après l'article 227-17 du Code pénal français, atteinte à l'intégralité d'un cadavre. C'est l'éthique. Mais, problème d'éthique. J'aimerais ça souligner que la seule ville au monde à avoir refusé l'exposition de Von Hagen, c'est la même ville qu'un de ses plus grands attraits touristiques, c'est les catacombes
Ah ouais? Les catacombes de Paris, Ouais. des corridors C'est vrai. souterrains entièrement faits de cadavres. En passant, on n'a pas retrouvé les dates, là, mais j'ai parlé de ça avec ma copine cette semaine, puisque je m'en venais ici. Là. Puis elle se rappelait qu'il y avait, on se rappelle pas en quelle année, mais c'est avant 1900, là, on pouvait visiter les morgues de Paris. Les morgues. Ouais, mais j'ai pas de précision. Genre les morgues dans les hôpitaux? Ouais. C'était genre la morgue municipale ou quelque chose comme ça. C'était vitré, puis tu passais, puis tu voyais les corps exposés. Puis pourquoi le monde voulait aller visiter ça? Le monde allait visiter ça. Oui. Fait que Pas- c'est ça. Fait que là, ils veulent pas que Von Hagen passe parce que ça a l'air d'un spectacle, mais on vient de là. On vient de là. Juste te dire, là, il y a pas longtemps, le début du siècle, tu sais, l'époque, tu sais, avant l'industrialisation, l'époque des cowboys, on va Ouais. dire, là, du Far West, là, tu sais, les fameux Dalton, là, c'est des vrais gars, c'est des vrais frères. Ah Puis- ouais. Ouais, puis ils ont été capturés par la justice, puis ils ont été battus, ils ont été exécutés, puis après ça, les corps ont été présentés à l'entrée de la ville pendant des semaines. Ah ouais. Oui, ça restait là à l'entrée Ça, de la ville. c'était-tu en France, ça? Non, Ok. les Dalton, c'est vraiment aux États-Unis. Là. OK. Il avait volé un chemin de fer, genre, pour lequel il avait déjà travaillé, puis ça a fait une chicane, puis leur tête a été mise à prix. Puis c'était-tu... il était-tu tout un peu plus grand que Non, l'autre? il était pas caricatural Il de y même. avait-tu un vraiment méchant, puis l'autre vraiment cave, puis Non. deux qu'on les distingue pas, ils ont aucune personnalité. Pas du tout, puis l'autre qui a tout le temps faim. Non. En fait, les frères Dalton, c'était des héros. Ah ouais. Avant que ça arrive. Puis là, quand ils se sont mis le chemin de fer à dos, la compagnie de chemin de fer, là, ça a barré en couille, là, ça a mal été pour eux autres, mais ils se sont fait pogner par la justice, puis ils ont été exposés, leurs cadavres, là, pendant des semaines. Puis C'est-tu Lucky Luke qui les a pendus? Non, le Luke n'existait pas, je pense pas, là. Je pense mais, pas. mais le pire, c'est ça, tu sais. C'est pas juste eux autres, les frères James, on faisait ça. Puis il y a pas longtemps. Là. C'était pour faire... faites attention, sinon c'est ça qui va vous arriver. Ouais. Puis là, on parlait de la France qui veulent pas faire l'exposition de Von Hagen. Puis c'était dans l'épisode que j'avais fait avec Tony puis Zach que j'ai appris que la dernière exécution publique a eu lieu en France en 1976. Genre, Ouais. what the fuck? Il y a un film là-dessus. Une dramatique, là. Fait qu'en tout cas, la France sont un peu hypocrites de pas vouloir exposer Von Hagen. Puis là, c'est sûr, en disant il a fait du trafic de condamnés à mort sans Ça, on aime consentement moins de ça. famille, c'est vraiment pas éthique, là, mais c'est quand même sujet à débattre vu que son œuvre fait avancer la science. Il faut quand même, tu sais, je sais pas comment trouver des corps pour faire ça. Ça doit pas être super facile. Là, Puis fait en que- passant, la France, là, c'est le pays de Charlie Hebdo puis de Harakiri. Puis, tu sais, ils sont pour la liberté d'expression à tout prix. Puis tu vois, Ouais. dans ce cas-là, ça n'a pas passé. Ouais, non, c'est ça. Ils veulent brimer la liberté d'expression de Von Hagen. Oh. Mais en tout cas, c'est sujet à débattre, mais c'est quand même la seule ville au monde qui voulait pas rien savoir. Fait que, vu que c'est comme la seule ville au monde, c'est quand même un peu hypocrite avec qu'est-ce qu'on peut voir en arrière d'eux autres. Là. Mais bon, la placination, Oui. ça se fait en 5 étapes faciles. OK, fait que là, sortez vos produits ménagers, tout ça, là, puis préparez des petits plats pour préparer votre plastination. Là, un dimanche après-midi, ça se fait bien. Là. Les façons DIY embaumées grand-maman pour l'exposer à Noël, mais que la famille vienne visiter. Tu fais brûler de l'encens, tu mets une petite musique. Ouais, c'est ça, si tu veux couvrir l'odeur de bactéries en train de se faire consumer. Mais c'est ça se fait en 5 étapes faciles. Première étape, dans le fond, les parties du corps sont d'abord imprégnées de formol. Ce dernier va se fixer sur le tissu corporel, puis ça va empêcher toute détérioration par bactéries. Fait que c'est une étape qui est assez importante pour la conservation du corps, du morceau de corps. Deuxième étape, pendant un minimum de 15 jours, on va disposer le corps dans un bain d'acétone froide. Ça sert à attirer les molécules d'eau dans les cellules. Les corps sont ensuite disposés dans un bain d'acétone chaude pour faire dissoudre la graisse.
Fait que tu sais, c'est encore facile, on a tout ça à la maison, du formol, de l'acétone, un bain là. Après ça, ensuite, troisième étape pour les liquides organiques qui est l'eau, le sang, les graisses qui ont été éliminés dans le bain d'acétone. Là, il faut les remplacer par du silicone. Ça, on a tout ça à la maison, un petit gun à caulking. Dans le fond, c'est ça. Là, l'étape, on appelle ça le processus d'imprégnation forcée. Je trouve ça drôle comme nom d'étape. C'est un peu malaisant. On dirait que c'est pas super le fun imposer ça à quelqu'un, mais ils sont morts, fait que c'est pas grave. Ouais, c'est ça. C'est des prisonniers condamnés à mort chinois qui avaient déjà aucun droit. Ils sont déjà beaucoup morts. Fait qu'en tout cas, c'est ça. Fait que non, on fait pas ça avec un gun à silicone comme en rénovation. Ça va être à l'aide d'une cuve qui va être fermée hermétiquement dans laquelle on va disposer le corps. Puis la cuve est remplie de silicone. Puis là, les résidus d'acétone qui ont été éliminés vont être éliminés par évaporation, tout comme les liquides corporels, le sang, l'eau, la graisse. Fait que c'est comme ça qu'on remplace tout le liquide par le silicone dans le corps. Fait qu'encore là, on a tout ça à la maison, une cuve hermétique pour disposer un cadavre. C'est pas écrit, là, mais faites partir la fan. Là, l'avant-dernière étape, c'est ça. Ça consiste à faire durcir le corps. Wow. Et non, ce n'est pas en l'exposant aux photos du OnlyFans à ma sœur. Ça va être en utilisant du gaz durcisseur et la chaleur. Et dernière étape, qui est mon étape préférée, c'est l'étape qui consiste à assembler le corps, si on veut assembler un corps en entier ou un morceau ou une partie du corps qui nécessite plusieurs organes, plusieurs morceaux. Fait que c'est l'étape préférée des fans de Monsieur Patate. Juste faire attention, pas ranger les morceaux de spare dans son cul. Fait que c'est ça. Ça, c'est les 5 étapes faciles de la placination que tout le monde peut faire chez eux. Mais en fait, c'est ça. Puis, tu sais, on regarde ça à notre époque. Puis, il y a quelque chose de scandaleux là-dedans, tu sais, parce que le gars, il manipule des corps décédés, là, tu sais. Mais si tu recules en 1700, t'as Honoré Fragonard. Je vous invite à aller voir ça sur le web, sur C'est un Google beau nom. Images. Ouais, Honoré Fragonard, anatomiste. Lui, il a fait ce qu'on appelle des écorchés. C'est-à-dire qu'il a retiré la peau sur les corps. Et puis, il a fait des moulages de ça. Mais C'est pour ça que le film Hellraiser en français il s'appelle Les Écorchés. c'est très probable. Parce que c'est comme des démons qui arrachent la peau à du monde avec des chaînes et des crochets. C'est drôle, là. ça fit avec ton t-shirt Ben d'ailleurs. oui. 666. Puis, non, mais c'est ça exactement. Lui, il a fait des objets spectaculaires comme la conservation de celui d'un cheval. Parce qu'en fait, Honoré Fragonard était un vétérinaire au départ. Puis, il a commencé la dissection sûrement sur des animaux au début, là. Mais il s'est beaucoup pratiqué. Il est devenu tellement bon qu'il y a lui, il faisait des pièces. Ça se vendait, là. Il faut que ça se conserve aussi, là. Puis c'est un cavalier sur un cheval. Donc, il n'y a pas juste le cavalier qui est écorché, mais le cheval aussi. Oh ouais. Fait que tu peux voir l'anatomie, c'est spectaculaire. Là, on recule en 1700 en France. Fait que c'est un anatomiste. Encore en France. Ouais, ouais. La France, là, hein, Ouais. vous avez quelque chose d'obsédé avec les cadavres, là. Ouais. Puis, ce qui est capoté avec ça, c'est la mise en scène. Parce qu'ils ne te présentent pas des objets comme ça, comme Van Hagen. Là. Non. On fait de la mise en scène. C'est pour ça que c'est spectaculaire de Ça, même. c'est-tu encore exposé quelque part aujourd'hui? La collection a été éparpillée un peu partout en Europe à cause des guerres, mais il y en a quand même une concentration à Paris. Je peux-tu trouver une photo du cavalier sur son cheval? Absolument. Je vais mettre ça au montage. Très facilement, tu as le trio de fœtus. Trio de fœtus. Ça donne le goût. Ça fait lever le poil. Le trio de fœtus... Puis c'est ça. Fait que je vous invite à aller voir ça. Honoré Fragonard. Puis on soupçonne pas, on se rappelle pas vite de même, là, mais qui était un grand anatomiste puis qui a pratiqué la dissection. Puis je pense que tu as dit le mot art tout à l'heure pour parler du corps humain. Il y a un rapport beaucoup entre ceux qui font les peintures de ça, les images de ça pour les livres de médecine. C'est des artistes, puis oui,
Il y a un rapport entre les deux, c'est Léonard de Vinci. Ah ouais. Ah, avec l'anatomie de l'homme, là. Exactement, vers 1400, 87 puis 1510. Il a à différentes périodes fait ça, découper des corps. Puis Lui, il a fait ça? Léonard de Vinci, oui. Ah, ça, je savais pas ça. Oui, c'est ça. C'est un morbide. Oui, en fait, oui. Ben, tu sais. Mais c'est un artiste. Il y avait une fascination pour le savoir aussi. Là. Mhm. C'est un génie. Oui, oui, oui. Oui. Je sais pas si on fouille, si on va trouver. Si c'était un génie puis que c'est quelqu'un d'extrêmement bizarre, il y a sûrement des allégations contre lui qui vont sortir un jour. Je sais Ça pas. s'en vient. Léonard de Vinci cancellé. Tout le monde, tout le monde qui est un artiste, qui est connu, c'est un agresseur aujourd'hui. Léonard de Vinci, Rémi Couture. Qu'on salue au passage. Là, là, on parlait de l'intégralité, comme manque d'intégralité au corps humain. Là, il y a un fait que j'avais appris l'autre jour, ça n'a pas rapport avec Von Hagen, mais ça a quand même rapport avec le manque d'intégralité à un corps. J'ai appris ça avec c'était une entrevue avec quelqu'un qui travaillait à Ripley's Believe It or Not, puis les autres ils ont genre une grosse collection vraiment morbide d'artefacts de toutes sortes d'affaires, puis ils ont beaucoup des vraies têtes réduites. Ça fit avec le nom de ton ancien band. Oui, oui. Ben, ils appellent ça cabinet de curiosité. OK. Une collection d'objets comme ça. Ouais. Ouais. Mais c'est ça, il montrait bien des affaires. Puis là, j'ai appris que ça a l'air que les têtes réduites, ça a devenu bien populaire. Parce que c'était vraiment une tradition de guerre pour les tribus de certaines régions, que les prisonniers de guerre, ils faisaient des têtes réduites avec, puis c'était comme des trophées de guerre. Fait qu'à l'origine, des têtes réduites de femmes, ça existait pas. Oh. C'était juste parce que les femmes allaient pas à la guerre, c'était les hommes qui allaient à la guerre dans les tribus. Puis un moment donné, à cause des Européens, surtout les Allemands, qui faisaient du tourisme dans ces régions-là, c'était devenu une tradition de revenir avec une tête réduite, puis c'était rendu des souvenirs de voyage. Puis pour l'offre et la demande, ils ont été obligés de déterrer des corps pour faire des nouvelles têtes réduites. Parce qu'il n'y avait plus de têtes réduites de tribus originales. Fait que s'il y a des têtes réduites de femmes aujourd'hui, c'est à cause de ça. À cause du marché. Ouais. La trop grande demande. Ouais. C'est quand même. Tu sais pourquoi ils faisaient ça, hein? Pour le trophée de guerre ou les Allemands qui voulaient ça? Non, la tête en question, c'était pour enfermer l'âme du guerrier. Oui, il y avait sûrement une connotation plus vaudou il leur spirituelle. cousait les yeux, puis la bouche aussi, puis le nez. Fait que là, il y avait des cordes qui pendaient comme ça. C'était cousu. Ouais. C'était pour empêcher l'âme de revenir. Mais vouloir une vraie tête réduite, c'est un petit peu... genre, moi, j'en ai des fausses décorations, mais des vrais, pas sûr que je serais à l'aise d'avoir ça chez nous. Exemple, une main. Une main, c'est quand même weird, mais c'est moins weird qu'une tête, là. Une tête, c'est weird en Christ. Une main aussi, là. Ouais. Ah ouais. Ça. Tu sais, t'as une date, là, elle rentre chez vous, puis elle dit « Ah, c'est quoi ça? Ah, c'est un fake. » C'est un fake. tu dis pas. Ouais, tu dis pas tout de suite. Pas dans la première demi-heure. Fait que je vais prendre une petite pause que je vais couper au montage. Je pense que mon chien il a envie de pisser. Pas de soucis, man. Je suis de retour. Yes, sir. Fait que on parlait, c'est ça, les têtes réduites. Vous autres, pourquoi vous aviez appelé votre band comme ça? Ah, parce que dans les années 70, dans les autos, il y avait ça comme bibelot. En rubber avec des cheveux en nylon. Ok, ouais. Puis mon père avait ça dans son auto. Puis, puis on voyait ça quand le gars il avait un Duster ou un Mustang. Là, il mettait ça après le miroir. Là. Genre, il y en avait toujours deux ensemble. C'était accroché. Là. Puis souvent, c'était un sambon qu'il y avait dedans. Là. Fait que moi, je suis resté avec cette idée-là. Hey, c'était cool, cette bébelle-là. T'sais. Fait que. Puis aussi le sens des givaros, parce que quand tu fais une petite recherche rapide, là, mais l'utilité de ça, là, historiquement, ce que les autres faisaient avec ça, là, c'est impressionnant. T'sais. C'est de la superstition. Mais ouais. Mais tu peux l'élaborer. Ben, ils enferment l'âme du guerrier adverse. Ils vont coudre les yeux puis la bouche, puis ils la gardent proche d'eux autres parce que comme ça,
leur âme va pas revenir les hanter puisqu'ils l'ont avec eux autres. Ouais. Ah, c'est tellement nice. Puis elle conserve, tu sais. Moi, j'aime ça, ces affaires-là. Ouais, ben ça a toujours beaucoup de profondeur. C'est comme les mythes amérindiens et tout ça. Mhm. Puis sinon, j'ai vu que tu avais des notes sur Von Hagen. T'avais-tu des choses que j'ai pas parlé de? Non, hey, c'était pas mal. Ben, tu sais, en passant, là, on a parlé de plastination là, pour Von Hagen. Mhm. Honoré Fragonard en 1700, là, c'était ça aussi, mais c'était d'autres procédés. Mais c'était de vider le corps du sang puis de rentrer un autre produit. Puis Pour pas que ça détériore avec la bactérie. Exactement, ouais, pour pas que ça pourrisse, pour pas que ça change. Puis il traitait, puis il peignait, puis il mettait en scène, c'était conservé. Il y a un autre truc. Ah oui, on parlait tantôt de Victor Noir. Je voulais aller là-dessus. L'affaire avec Victor Noir et son monument, là, c'est des monuments spéciaux. On voit un corps soit sur le dos ou sur le côté. Ça s'appelle un gisant quand tu vois le corps sur une tombe. OK. Sinon, c'est un priant. Tu vas voir la même personne, le défunt, en statue, mettons en bronze ou en pierre, mais en train de prier. Mais quand tu dis en gisant, là, gisant, ça veut dire que tu vois le corps. Fait que des fois, les moules, ils étaient maganés. C'est tout au cimetière Père-Lachaise ou des endroits de même là, à Paris. Là. OK. C'était des monuments mortuaires. Puis comme là, quand je te parle de Victor Lenoir, c'est un journaliste qui a été assassiné par quelqu'un de la famille de Napoléon. Ouais, c'est ça, j'ai lu vite tantôt. Ouais. En fait, c'est un duel qui s'est pas passé. L'assassin il est arrivé puis il l'a tiré dans la poitrine. Puis c'est un journaliste de 21 ans. Puis ça avait choqué la France. Tu sais. Puis son monument, là, son chapeau est tombé à côté de lui quand il s'est fait tirer. Là. Ben, c'est vraiment représenté de même. Il est sur le dos. Avec le chapeau à côté. Le chapeau à côté avec le trou dans l'estomac. Là. Puis tu peux le voir, il est sur le dos. Puis c'est curieux parce que c'est un bronze, tu vois. Puis là où il y a le pénis, puis d'autres parties comme le visage, là, c'est poli. Tu sais, ça vient tout vert là, du bronze quand ça devient oxydé, mais ces parties-là sont lisses. Parce que chaque année, il y a des femmes qui vont se frotter sur la tombe. Sur le pénis. Ouais, sur cette partie-là. Ça a l'air que la légende... C'est pour être fertile. C'est exactement ça. Ouais, c'est souvent des affaires de même. C'est ça. Fait que c'est sûrement des Françaises qui faisaient ça. Là. Allez pas lire la tombe de Victor Noir. Puis la tombe, elle existe encore aujourd'hui. Absolument. Mais j'ai trouvé ça beau, tu sais. Puis, en fait, il y a un autre truc que je voulais te parler parce que depuis qu'on s'est vu, en faisant ces recherches-là, je suis tombé sur d'autres affaires. C'est les photos de morts à l'époque victorienne. Vous irez voir ça. Photos mortuaires, époque victorienne. Tu sais, exemple, monsieur puis madame ont perdu un bébé. Ben, on fait une photo avec le bébé décédé. Ah oui, c'est vrai, le monde prenait tout le temps des photos des morts avant. Puis même, oui. Tu sais, je regardais dans les albums photos à ma grand-mère, puis il y avait tout le temps des photos du mort exposées à un salon funéraire. Ben, ça, c'est ma grand-mère quand elle est morte, tu sais. Oui, mais là, attends, là, ils se photographient avec le mort. Puis là, ils le mettent en scène comme s'il dormait ou comme s'il était en train de lire le journal. Moi, je capotais de voir ça. Là. Tu vois, c'est des cadavres, ils sont assis, sont droits avec leur famille autour. Mais normalement, t'es couché dans une tombe, là. Ok, oui. Je me rappelle plus si j'avais mis le micro à on. Ok. Excuse. Ouais. C'est correct. Mais ouais, c'est quand même, c'est fucké. Mais c'est vrai, ça, c'est des vieilles photos en noir et blanc, fucking creep, là. Oui. Il y en a beaucoup quand on cherche, là. C'était comme le trend à l'époque, là. C'était comme un moment donné, c'était le Ice Bucket Challenge. Puis dans ce temps-là, c'était on prend des photos avec les morts, là. Hey, c'est ton dernier souvenir, tu sais. Puis là, tu demandes, pouvez-vous l'asseoir dans une chaise? C'est ta mère, là. Une chance qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux encore, là. Ça serait bizarre. Tu as des souvenirs Facebook, ton bébé est mort. mais je sais que c'est une pratique quand les bébés morts-nés ou quelque chose comme ça, ou les enfants qui meurent pendant l'accouchement, ils font une photo avec la mère. Genre, ils l'offrent ou ça fait partie du processus. C'est inclus dans le tarif du médecin. Ouais, genre pour la comment qu'on dit ça? Voyons, moi-tu le dire? Une preuve? Pas rien que ça, te réhabiliter, parce qu'à ce qui paraît,
il y a des blocages au niveau de l'esprit puis du cerveau, là, genre tu le crois pas qu'il est mort. Ça Que quand doit. tu as une photo, ça te le dit, ça te le rappelle. T'as Ok. comme une preuve, là, puis il l'offre genre à la mère. Voulez-vous qu'on prenne une photo? Parce que c'est quelqu'un à qui c'est arrivé qui me racontait ça dans sa Ah famille, ouais. qui me dit que sa sœur avait accouché puis il avait pris un... Parce qu'ils font encore ça? Oui, oui, Ah ouais. oui, Ok. oui. Je suis pas. Peut-être psychologiquement, ça t'aide à mieux comprendre, mais je suis pas sûr qu'au bout de la ligne, ça t'aide psychologiquement. Est-ce que la personne se débarrasse de la photo à un certain moment? Peut-être aussi. Ouais. Je le sais pas, là. Mais ouais, c'est ça. C'est spécial. Prendre une photo de quelqu'un qui est décédé. Une mode qui s'en va, là. Avec des vieilles coutumes. Ça, on arrive d'une autre époque, là. On veut-tu que ça revienne? Je pense pas. Ouais, j'aimerais mieux que les couples Longueuil reviennent que ça. Yes. Ed Gein, il faisait ça. Ed Gein? Ouais, Ed Gein. Ed Gein. J'entends souvent des différentes prononciations. L'autre jour, pour la première fois, j'avais entendu Ed Gein. Fait que je sais plus Ouais. comment dire son nom. Mais Lui, oui. genre, il avait empaillé sa mère ou quelque chose comme ça, là. Puis ses meubles étaient faits avec des bouts d'os. Puis il déterrait des cadavres. Ça, il tenait compagnie. Il s'est fait un costume de femme entièrement fait de peau humaine avec le vagin puis tout. Oh! Ok. c'était- Je me souvenais pas de ça. Ouais, c'est là-dessus que ça a été basé Texas Chainsaw Massacre pour les masques en Oui. peau humaine. Puis le personnage de Norman Bates dans Psycho aussi, Exactement. avec la relation avec sa mère qui est plus là, mais il parle encore. Exactement. C'est Mais un personnage bien inspirant. Puis Buffalo Bill aussi dans Silence of the Lamb, il est basé sur. As-tu sur vu lui. le petit film sur Ed Gein? J'ai vu 2-3 films sur lui. Là. Ok. Je sais pas quel tu Fait que parles. t'as sûrement vu celui des années 70, là. Non, je pense pas. J'ai adoré, moi. C'est un peu tout croche, mais c'est bon. Je sais pas. Non, je pense pas. J'ai pas vu de. J'ai vu un film des années 2000, un autre peut-être des années 2010 avec Kane Hodder, qui est l'acteur qui a fait Jason Voorhees le plus souvent. Ok. Il jouait Ed Gein. Mais non. Ouais. Comment ça s'appelle? Je sais pas, mais c'est son histoire, là. Puis c'est joué par des acteurs amateurs, là. Ok. C'est Ah, mais vraiment funny. ça m'intrigue. Moi, j'aime Ah ouais. ça, les films de tueurs en série. Là. Ben oui. Ed Gein, c'est un des. Je peux pas dire mon préféré, parce que je suis pas un fan détraqué comme il y en a qui vont les écrire en prison pour leur dire qu'ils sont en amour. Je veux dire, c'est un qui me fascine le plus, Ed Gein. Les films de tueurs en série, un des plus anciens, là, c'est Mario Bava, c'est Hatchet for the Honeymoon. Ok, je connais pas ça, mais je connais Mario Bava, qui est une légende là, Ouais. de l'horreur gothique. Là. Ouais. Ok. Fait que ça en a un pas pire aussi. C'est Là. sur quel tueur? C'est fictif, là, Ok. mais c'est un mix de slasher, mais là, à un moment donné, t'es rendu dans sa tête à lui puis tu l'entends penser. Fait que moi, j'ai jamais vu ça dans aucun film de cette époque-là. C'est vraiment comme un des premiers. Là. Comment ça s'appelle? Ça, c'est Hatchet for the Honeymoon. Hatchet for the Honeymoon. Okay. Ouais, puis un film de maniaque aussi, c'est M le maudit. Ça, c'est encore plus ancien. C'est Fritz Lang. Là. Okay. C'est un étrangleur d'enfants. Là. C'est écœurant, c'est en noir et blanc. Là. M le maudit, si vous l'avez pas vu. Là. C'est un film français? Non, allemand. Fritz Lang. Ok, oui, c'est ça. C'est lui qui a fait Metropolis. Exactement, ouais. oui. C'est ça. Puis qui a déménagé aux États-Unis puis qui a fini par faire des hosties de western. Ah ouais. Puis, savais-tu que... Parce qu'il a fait le film avec sa femme, Metropolis. Là? Oui, c'est exact. Ouais. Puis c'était avant la Deuxième Guerre mondiale. Ouais. Puis sa femme est devenue nazie. Oui. Puis lui, tu sais, le film il est super avant-gardiste pour dénoncer la dictature puis le système. L'homme versus la machine. Puis aussi un petit peu la place de la femme dans la société. Mm-hmm. Puis après ça, comme tu te rends compte que genre la moitié, lui est devenu genre un juif militant, puis elle est devenue une nazie. C'est quand même. Oui, il est déménagé aux bizarre, États-Unis, puis il a adopté les États-Unis, il est resté là, puis il a eu une carrière différente. Ils ont dû avoir une petite chicane pour qu'elle s'ait dit moi, je vais tous les exterminer. Oui, puis c'est sans équivoque. Il l'a trompé, c'est ça, dans le fond. Ouais. Le tabarnak. Ouais. En tout cas, le film M le maudit, ça doit être. C'est-tu silencieux? Non, c'est dans les premiers films parlants, puis il y a du son, puis Okay.
C'est avec Peter Lorre. C'est vraiment bon. Tu sais, là, des Mais fois... ça doit. Hein. Ah ouais, Fritz parce Lang, que c'est un génie. Là. tu t'imagines, c'est un film en noir et blanc, tu sais, l'acting comme... Tu sais, des affaires comme ça, c'est pas comme ça. Ah, C'est un pas film très nécessairement. moderne. J'en ai là. vu beaucoup. Moi j'écoute beaucoup de films d'horreur noir et blanc. Là, fait que... Il y en a des estis cheap pas bons que c'est le fun de les regarder juste parce que c'est cheap pas bon, mais t'en as des gros classiques. Là. Ouais, ouais. Oh, ouais, moi, j'adore ça. Mais je connaissais pas même le maudit, c'est ça, c'est sûr ça va être sur ma liste. Là. Ah ouais, c'est un film de tueur en série. Puis écoute, il y a tout le débat moral qui est exploité là-dedans. C'est bien écrit, c'est bien fait, c'est bien joué. Je veux pas te raconter le film parce que je vais tuer ton fun. Là. Ok. Mais c'est que c'est moderne. C'est extrêmement moderne là, comme façon de faire. Puis ça se regarde encore. Là. Puis tu sais, puis que tu restes comme... Après le film, t'es bouleversé là, parce que... Non, c'est bon, esti. Puis, une autre affaire, je vais te le dire parce que c'est le genre d'affaire qui risque de t'intéresser, c'est les diableries. Diablerie. Ouais. C'est quoi ça? C'est du bas-relief. C'est des œuvres faites en bas-relief. Ok. Puis ça prend des lunettes stéréoscopiques, comme les Viewmaster, pour pouvoir le voir en 3D. Puis Ok. c'est des images, là, ça a dû être fait au début du siècle. Puis c'était fait pour regarder avec ces lunettes-là, puis c'est capoté. C'est-tu des démons? Oui, ok. oui. C'est des squelettes dans des positions weird, qui font des affaires weird, puis Ok. des démons, des diables. Ça s'appelle les diableries. Non, mais je vais checker ça. Je vais mettre des images au montage. Oui. Tu m'en prends plein d'affaires. Le guitariste de Queen, Brian May, Ouais, ouais. a mis la main là-dessus, puis quand il a vu c'était quoi, là, puis qu'il a pris connaissance de ça, il a parlé avec du monde qui faisait la restauration de ces œuvres-là, là, qui sont... Chris, c'est capoté, c'est du 3D, tu vois des squelettes, puis il leur met une espèce de lumière rouge dans les yeux, là. C'est saisissant, tu vois ça, puis c'est dérangeant, là. C'est inquiétant de voir ça. Ah ouais. Puis lui, il a mis son cash là-dedans, puis il a fait sortir un beau livre que tu peux manipuler, là, puis tu as des lunettes pour voir le 3D qui viennent avec. Là. Ok. Un de mes chums a acheté ça, puis c'est une des plus belles affaires que j'ai vues. Artistiquement. Ah ouais. Ben, l'art visuel horreur, moi j'adore ça. Là. C'est comme Clive Barker, le gars qui a fait les films de Hellraiser, il Ouais, peinture, puis tabarnak. Ah, c'est un pain? Ouais. Ah, je savais pas. Mais calisse que c'est. Tu sais, c'est genre surréaliste, horreur. Là. J'aime vraiment qu'est-ce qu'il fait. Tu iras checker ça. Ben, moi, j'avais trippé sur le premier Hellraiser. Je l'ai vu au cinéma quand c'est Oh sorti. my god. Moi, Ouais. je l'ai vu au cinéma cet été à Cinémathèque. Là. Il y avait des films d'horreur tout l'été, puis j'étais comme. Ah ouais. Il y a un petit C'est- côté sado-maso là-dedans dérangeant. Moi, je suis full kinky, sadomaso, fait que... puis j'adore l'horreur, puis j'adore le gore des années 80, le make-up effects, puis ça, c'est juste... tu sais, genre quand Uncle Frank, il sort du plancher, je trouve que c'est un des plus beaux moments d'horreur des années 80, ça. Là. C'est devenu un classique. Ouais. Mais en le voyant, là, déjà à l'époque, là, c'est tellement dénudé, c'est simple, il n'y a pas trop de détails. Fait qu'à un moment de... Puis il y a une tension qui est constante, t'es jamais confortable. Non, c'est ça. Puis, Puis calisse que Larry il fait pitié, le père de Kirsty. T'sais, lui, il est juste une grosse victime dans cette histoire-là. Il sait pas qu'est-ce qui se passe. Sa blonde le trompe avec son frère qui est mort. Son frère, il le tue, il prend sa peau. C'est comme... ouais. Il est juste un gros niaiseux. Puis il fait pitié. Plus je l'écoute, plus que je prends conscience que ce personnage-là, il est tellement négligé, puis juste comme la bitch de tout le monde dans ce film-là. Mais tout le théâtral, c'est bien fait. Ouais. Ouais. Puis Doug Bradley, tu sais, le gars qui fait Pinhead, il n'y a pas beaucoup de lignes, mais quand il parle, c'est comme légendaire. Là. Moi, c'est ça au cinéma. Là. Chaque fois qu'il livrait ces lignes que j'ai entendues tellement souvent, j'étais comme... Je me tenais après les clous dans sa face, là, tellement... J'étais comme amazed de voir ça au cinéma, là. Ah, je te dis que dans une salle de cinéma, c'est percutant. Là. Ouais. Ces œuvres-là sont vivantes dans une salle de cinéma. Sur un DVD, tu montres ça à quelqu'un, il est en train de souper ou de faire d'autres choses. Il regarde ça et dit « Oh, c'est pas épeurant. » Non, gars, quand tu es assis captif dans une salle de cinéma là, avec du monde, puis tu parles pas à ton voisin, tu t'es concentré sur l'écran, là,
le feeling, il te traverse. Là. C'est bien plus une Ouais. expérience immersive quand tu es dans une salle. Là. Mais c'est ça, je vis avec la cinémathèque. Moi, j'ai la carte de membre. Oh! Fait qu'à chaque fois qu'il y a des films que je vais aller voir, j'y vais. Puis, tu sais, il y a plein de films que j'ai vus 100 fois chez nous, que là, je le vis au cinéma, Tu puis le c'est pas pareil. redécouvres, tu le vis. J'étais Ben ouais. allé voir Spaceballs avec ma mère avant-hier. Puis, tu sais, je l'ai vu souvent, Spaceballs, puis ma mère aussi. Puis c'est une de ses comédies préférées. C'est pour ça que je voulais aller le voir avec elle. Puis on a ri comme jamais, là, même si on connaissait les jokes. Mhm. Chris, que c'était drôle, là. Puis il y a une communion avec le public, veut pas, Ouais. là, t'es en groupe. Les fait que- rires collectifs, là. Ouais. C'est plus vivant. Moi, j'aime ça. Puis c'est ça, tu sais, les comédies au cinéma, c'est les rires collectifs. Puis les films d'horreur, c'est le monde qui sursaute. Le monde a peur en groupe, ça crée quelque chose. Puis là, il y avait des films d'horreur tout l'été, 2 à 3 films d'horreur par jour. Fait que moi, j'ai acheté la passe. Tu sais, c'est 130$, puis tu peux aller voir tous les films que tu veux pendant un an. Ou sinon, tu payes genre 12-13$ à chaque fois. Moi, je te fais comme fuck it, je vais venir tout l'été. J'achète la passe. Quand j'étais jeune, moi, j'achetais la carte du Wimetoscope. C'est quoi ça? C'est fermé, c'était dans le quartier gay. Le Wimetoscope, c'était un des plus vieux cinémas à Montréal. Ok. Puis, Ils vendaient des passes de monde. ouais, ben c'était 30$ pour 30 films pour Ok. le mois. Tu pouvais le prendre sur l'année, mais moi, je passais une passe Mais par mois. aller voir 30 films dans un mois, c'est intense. Là. Ouais, c'est ça que je faisais. J'étais sur le BS. Ah, ben là, t'as le temps. Ben, il n'y avait rien de moins cher. C'était impossible de trouver de quoi de Ouais. moins cher que ça, puis de captivant de même. C'était-tu des vieux films ou c'était des nouveaux films? Oui, c'était du vieux puis du neuf, mais c'était du répertoire comme Ok. Clockwork Orange. Ok. Tu sais, C'était comme à Cinémathèque un peu. Là. ouais, il y avait comme 3 salles, puis Ok. tu avais un catalogue comme au cinéma du parc. OK. Tu avais un catalogue, le cinéma Outremont aussi fait ça, Ouais. puis ils disent quel film ils vont avoir dans le mois. Là. Puis là, moi, j'avais un stylo, puis j'entourais, puis je marquais, là, puis je choisissais mes films. Puis tu sais, je suis devenu un gros fan à savoir qui a réalisé le film, ou tu sais, puis tu avais les détails dans la description, c'était cool. Là. Puis je me suis gavé de films pendant des années. Là. Du cinéma russe, j'ai vu de tout. Là. OK. J'ai vu Polyester de John Waters en salle là-bas. Il présentait le Rock Horror Picture Show, il présentait... Ah, ça, je serais dû pour le réécouter. Ça fait tellement longtemps que je l'ai vu. Puis comme je suis un gros fan de Frankenstein, puis c'est un petit peu genre la version travestie Il y a de du génie Frankenstein. Là, Ouais, fait que ouais. ça me parle beaucoup. Mais c'est un hommage au public de ces films-là. Ouais. 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 Puis- Mais Puis tu sais, on parle de la mort. Là. Tu sais, tout à l'heure, je disais que j'avais pas vu les affaires du Docteur de la Mort, là, que j'ai pas regardé les films. Là. Moi, il y a une différence entre... Là, tu as parlé de Frankenstein. Moi aussi, je suis un fan de Frankenstein. je l'ai vu au cinéma cet été. De James Whale. Ouais. Ça, moi, c'est mon film en noir et blanc préféré. Là, Boris Karloff. voir au cinéma, c'était vraiment le fun. Là. Ben moi, j'ai l'espèce à la maison dans ma collection, j'ai l'espèce de figure d'Aurora, là, haute de même, là, Ah ouais. de Frankenstein, là, puis ça a été peint par un pro, fait que... Oh wow. Ah, c'est- je suis jaloux. Il est très beau, je vais t'envoyer une photo. Puis, tu sais, Mais c'est comme, tu sais, ça c'est ma mère qui a fait ça, le Frankenstein versus le Wolfman. Là. ouais. C'est ça. Ah, ok, là, je le vois. Un là. gros fan. Ben oui, ben c'est ça. Ben, tu sais, moi, j'aime pas la vraie mort, c'est-à-dire voir des cadavres, ça m'intéresse pas. Mais ma fascination, par contre, pour tout ce qui est Maquillage. Hammer... Universal Monsters. Oui, les monstres de la Universal, exactement. Fait que ça me nourrit. Vampirella, la revue, en français, la revue Creepy, Eerie. Ça, je carbure à ça. Je capote là-dessus. J'en ai plein. J'ai une bonne collection de ça. OK. Puis je fais une différence entre les deux parce que c'est de l'horreur qui est dessinée. Tu sais, t'as du Frank Frazetta, t'as toutes sortes d'affaires funnées, là. Puis c'est une esthétique que j'aime beaucoup. C'est un univers, c'est un monde que j'aime beaucoup. Dracula de Bela Lugosi, tout ça, je ne m'attends pas. Tu sais, tu parles de figurines de Frankenstein, là. J'en ai à peu près 7-8. Oh, wow. Puis j'ai pas fini de l'acheter parce que qu'il soit en plastique à 2$ au de même ou qu'il soit 150$ parce qu'il date des années 60, j'ai le même amour pour l'objet. Si je suis capable sur l'objet, je veux l'avoir. Puis je vais peut-être me ramasser avec 50 Frankenstein, je m'en calisse, là, mais... Mais c'est pas grave, c'est mon monstre préféré. Ah ouais, hein? Ah ouais. J'avais mais en tout cas, c'est une idée que j'avais eue que je pense pas, peut-être un jour si j'ai le temps, mais ma vieille TV en bois, si un moment donné j'ai le temps, j'aimerais ça, genre vider l'intérieur, puis recréer genre la scène du Frankenstein dans le laboratoire
avec le docteur couché pendant qu'il donne la vie, tu sais. Je trouve que ça serait genre parfait. Mais oui. J'avais vu, il y en a qui restauraient des vieilles TV en faisant des décors avec des figurines de films d'horreur, tu sais. Puis avec la vieille TV en bois des années 50, je trouvais que ça serait comme tellement mental. Ben là. oui, ben oui. Mais ouais, j'ai tellement de projets que c'est pas ma priorité, là. Mais ouais. Ah non, je capote là-dessus. Aurora, je sais pas si tu connais ça un peu. Il avait commencé avec Frankenstein. C'était dans des revues, quand tu achetais des revues de bande dessinée d'horreur, des affaires comme ça, là, en arrière, tu avais toujours une annonce. Tu pouvais commander ça par la poste. Puis c'est des kits, comme les autos à coller. Puis c'est super fragile de manipuler ça. Là. Mais quand tu l'assembles puis tu le peins, là, ben là, après ça, ils ont sorti Dracula, ils ont sorti The Wolfman, ils ont tous sorti. Fait que il ressemblait plus ou moins au monstre de la Universal, mais le premier, il ressemble vraiment à Boris Karloff. Le Frankenstein, il ressemble à ça. Puis c'est celui qui était le plus vendu. Mais il est beau en tabarnak, c'est comme du petit plastique fin. Là. Ouais. Puis tout dépendant de qui le peint, ben des fois, ils ont sacré à face verte comme une pomme, là, tu sais. C'est pas très très beau, mais il y en a qui ont réussi à faire des traits puis des ombres puis tout le kit, tu vois ça, man. Il y a les bras tendus de même. C'est un classique, tu sais. Ouais, mais je suis dans des groupes Facebook de fans de Frankenstein puis de fans de Universal Monster, puis il y en a beaucoup, ils ont comme ce passe-temps-là là, de peinturer ces bonhommes-là. Là. Il y en a qui sont vraiment bons. Là. Ouais. Puis il y a le film Cher pour Frankenstein. Cher pour Frankenstein. Moi, je les connais plus en anglais. OK. Ça, c'est-tu un Hammer? Non, c'est comme une pastiche de Hammer. C'est Andy Warhol avec Paul Morrissey qui ont fait ça dans un studio italien. Okay. Puis c'est Flesh for Frankenstein, c'est ça. Je pense pas que je l'ai vu. C'est très, 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 très bon. C'est en couleur, puis c'était supposé être vu en 3D sur un écran de cinéma. C'est drôle. Ouais, il y a un certain humour. Il y a Udo Kier qui joue là-dedans, puis c'est ridicule. Il y a des scènes de sexe. Écoute, c'est les années 70, là. Fait que t'as des petites scènes drôles de sexe, puis ça s'appelle Cher pour Frankenstein. Ouais. Fait que tu te doutes tu t'attends à des scènes de nudité un peu. Et de gore, puis du lichage de dessous de bras. Sex and death. Lichage de dessous de bras. Ben oui, il y a une scène de sexe que c'est un lichage de dessous de bras. Ça dure genre 3 minutes. Pour dans ce temps-là, c'est quand même weird. Là. Ouais, ça a choqué le monde. Ouais. Ben ouais. Le monde était moins open sur les affaires kinky dans ce temps-là. Là. Je dis pas que les gens l'étaient pas, mais c'était genre un tabou, on n'en parle pas. Là. Mais c'est en couleur, c'est vraiment rock'n'roll comme film. Moi, j'adore ça. Puis ils ont fait un moins réussi encore avec Udo Kier dans le même studio, avec la même équipe. Ils ont fait un Dracula. Ah ouais. Qui est moins réussi. Moins réussi. Mais Cher pour Frankenstein, c'est vraiment bon. Je vais checker ça. Moi, c'est mon monstre préféré. Là. Je parlais de ça avec un ami un moment donné qu'on avait. On dépeignait un peu tous les monstres d'horreur gothique qui viennent de la littérature gothique. Dans le fond, c'était toute une façon de représenter des maladies mentales à une époque qu'on en parlait moins. Comme genre le Dr. Frankenstein, c'est l'homme qui essaie de se prendre pour Dieu. Dracula, c'est un narcissique, un serial rapist. Dr. Jekyll et Mr. Hyde, c'est le dédoublement de personnalité. On pourrait dire que le Wolfman aussi, c'est peut-être un... Lui, il vient pas de la littérature gothique, mais on pourrait dire aussi que c'est un dédoublement de personnalité. Là. Mais en tout cas, ils ont tout un peu une connotation d'horreur psychologique si on l'analyse. Dr. Caligari. Dr. Caligari, lui, c'est un autre comme Frankenstein. Là. Mais ça, c'était un bon film. Là. C'est la première twisted ending ever. Là. Ça, j'avoue, c'est un de mes préférés d'horreur silencieux. Là. Oui. L'horreur allemand silencieux, c'est vraiment amazing. Là. Le visuel, c'est tout calculé. Là. Mais c'est ça, là, je m'en allais dire. Mettons, psychologiquement, si on analyse les monstres, c'est lequel que tu t'identifies le plus? Ben, on va revenir encore à ça. Je pense que c'est vraiment Frankenstein parce que il y a tout le côté qui est rejeté. Mm-hmm. Le fait qu'il est rejeté. Incompris. Ah, il y a un autre bon Frankenstein. Je pense que ça s'appelle La véritable histoire de Frankenstein. Okay. Ça a été tourné pour la télé. Ah, c'était avec Michael Sarrazin. Je pense que je l'avais vu, ça. Calice, c'est bon. Ouais. Il y a un côté émotif là-dedans quand le monstre se rend compte que son maître, que son créateur, il joue dans le dos. Mm-hmm. Pour le perdre, puis qu'il peut pas le sauver, puis qu'il l'abandonne pratiquement.
Parce que la majorité du monde le rejette, puis il sait pas quoi faire avec, parce que le monstre, il essaye même d'étrangler quelqu'un, tu sais, fait qu'il y a du mauvais dedans de lui, fait que... Mais il était fait avec un cerveau abnormal, le cerveau d'un tueur, là, En plus, ou les c'est mains ça. d'un tueur, en tout cas. Quelque chose comme ça, fait que tu sais... Puis, Ça dépend des versions. Là. puis c'est clair, même quand t'es tout jeune, puis tu découvres le mythe de Frankenstein, qu'il a pas demandé à venir au monde. Ouais. Vraiment pas, c'est Il y a l'inverse. des gros father issues. C'est souvent ça. Pour ça que je dis que je m'identifie beaucoup aux monstres, parce que moi aussi, j'avais des gros parents issues à mon adolescence, puis dans mes jeunes années d'adulte. Mais c'est ça, ouais. On s'identifie plus à lui parce qu'on trouve aussi qu'il fait pitié, contrairement à Dracula qui est juste méchant, qu'on n'a pas de pitié pour lui. Ouais. Ouais. Il est complètement conscient de Dracula, tandis que le monstre de Frankenstein... Il apprend au fur et à mesure, comme un bébé, tu sais. Oui. Puis t'as aussi, qui est génial, ça je capote, je le regarde au moins une fois par année, c'est le Frankenstein Jr. de Mel Brooks. Je l'ai manqué à Cinémathèque l'autre jour parce que j'avais un de mes derniers cours de soir. C'était ce soir-là. Parce que là, il y a un cycle de Mel Brooks à Cinémathèque. Puis ils font jouer plein de Mel Brooks. J'ai manqué Young Frankenstein. Puis j'ai manqué Dracula avec Leslie Nielsen l'autre jour aussi. Ouais, mais ça aussi, je serais dû pour le réécouter parce que je m'en rappelle quand j'étais petit, je le trouvais vraiment drôle. Puis ça fait vraiment longtemps que j'ai de la misère à me rappeler un peu du film. Le Dracula avec Leslie Nielsen? Non, je parle de Young Frankenstein. Oui. Dracula avec Leslie Nielsen, je l'ai vu souvent. Ça, je trouvais ça drôle. Là. Je l'ai pas vu. OK. Mais c'est une bonne parodie, je dirais, de Dracula 1931, de Horrick Dracula que Christopher Lee, puis Dracula de 1992, Francis Ford Coppola. C'est genre, si t'as vu ces trois Dracula-là, c'est vraiment une bonne parodie. Là. OK. Ouais. Puis Leslie Nielsen, il est juste cave, là. Je trouve tout ce qu'il a fait, il était bon, là. Oui. Forbidden Planet. Ça, j'ai pas vu ça. C'est, à mon sens, le plus grand film de science-fiction qui a jamais été fait. Ah ouais. Mais c'est une vieille affaire début 60 avec un jeune Leslie Nielsen. Là. Ok, je pense que j'ai vu des photos de ça, mais je pense pas que je l'ai vu. La twist était écœurante. Parce que moi, je pense pas que j'ai jamais vu un film avec jeune Leslie Nielsen. Il me semble dans les années 80, il y avait déjà les cheveux blancs. En acteur sérieux, là. Ok. Ah oui, Ok. il parodie rien. Je l'ai pas vu trop dans des films sérieux. Je l'ai vu dans des films d'horreur, mettons dans Creepshow. Ce qui est quand même. Creepshow, c'est un film génial. Ah ouais, le premier, là. Ouais. Mais la nouvelle série est sa coche. Je sais pas si tu l'as vu Non. sur Shaw 2, là. Non. La nouvelle série est vraiment sa coche. Ils ont bien fait ça. C'est juste genre. Il y a plein d'Easter eggs pour les fans d'horreur dans tous les épisodes. Puis t'as tout le temps des artistes invités. Genre, je pense dans le premier épisode, il y a Tobin Bell, l'acteur qui fait Jigsaw dans les films de Saw. OK. Sinon, un moment donné, il y a un épisode où le gars, il a genre une machine pour regarder un film, mais en étant dans le film, genre, puis lui, il trippe sur Horror Express avec Christopher Lee puis Peter Cushing, puis là, il fantasme sur la madame dans ce film-là, puis là, il devient obsédé à toujours écouter ce film-là en étant dedans, puis là, il finit qu'à mourir dans le film, là, tu sais. Non, c'est ça, c'est sa blonde, à un moment donné, est tannée, puis là, il met genre Night of the Living Dead, puis là, il se fait manger par les morts vivants. Mais c'est ça, c'est vraiment... c'est bien fait, là. OK. Je la suggère fortement, là. Ils sont rendus à 3-4 saisons, je les ai pas toutes vues, là. Sur la plateforme... Shaw 2. OK. Ouais. Shaw 2, qui est une plateforme entièrement dédiée à l'horreur, là. Oui. Ouais. Ça doit être... en production originale de Shaw 2, là, mais c'est vraiment bon. T'sais, ils ont fait Creepshow 1, Creepshow 2, que c'est George Romero et Stephen King qui ont fait, que c'est des classiques. Après ça, ils ont fait Creepshow 3, qui est vraiment pas tant bon que ça, avec d'autres mondes. Puis là, ils ont réussi à relancer la franchise avec la télésérie. C'est pas Stephen King, c'est pas George Romero, il est mort, là, mais Non. les gens qui travaillent dessus sont vraiment fidèles aux deux premiers films. Là. Tu vois que c'est des fans en partant, Ouais. qui respectent l'univers puis respectent le... Ouais. C'est vraiment une série faite pour les fans d'horreur. Là. c'est vraiment la bon. façon de raconter. Tu sais, Stephen King, quand il avait fait le premier Creepshow avec Romero, là, Mhm. tu sens que c'est vraiment une écriture de bande dessinée, d'accent. Puis moi, j'ai vraiment carburé à ça, j'ai adoré ça. Tu sais, la série de E.C., là,
Ah oui, s'y Tales connaît. from the Crypt. Ouais, La tout série ça. des années 90. Là. Non, les bandes Ah, les dessinées. bandes dessinées, ok, Ouais. oui. Ça Ah, doit oui. être 50-60. Oui, là. c'est vieux. Puis ils ont fait un film des années 70 avant la télésérie, là, le film Tales from the Crypt, qui est vraiment un classique. Ouais. Là. Ça puis Creepshow, je trouve, c'est égal. Là. C'est différent, mais... C'est toutes des histoires qui finissent mal. Ouais. Puis ils ont fait une suite aussi parce qu'il y avait 3 personnages dans les comics qui racontaient. T'avais le Crypt Keeper, le Vault Keeper, puis la Old Witch. Puis chacun avait leur comic book à eux autres. T'avais The Vault of Horror qui était celui du Vault Keeper, Tales from the Crypt qui était celui du Crypt Keeper. Puis t'avais Hunt of Fear qui était le comic book de la Old Witch. Mais ils ont fait, dans les années 70, ils ont fait le film Tales from the Crypt. Puis après, ils ont fait Vault of Horror qui me semble aussi vraiment bon. Ça fait longtemps, lui, je l'ai pas vu. Là. Puis ils n'ont pas fait Hunt of Fear, mais en tout cas, c'est 2 classiques des années 70 de films d'anthologie. Moi j'ai les volumes, c'est-à-dire les reliés là, de certaines BD traduites en française parce que je lis mal en anglais, fait que j'achète mes affaires en français. Puis, tu sais, quand tu achetais Marvel en français chez Héritage, là, tu sais, que tu achètes n'importe quoi, mettons Spider-Man ou Hulk, n'importe quoi. À la fin, là, il restait 3-4 pages, puis c'était des histoires d'horreur. Ah ouais? Puis ça venait souvent de vieilles publications de même. Là. Ils récupéraient ça, ils recyclaient ça. Puis moi, souvent, ça m'intéressait plus que la bande dessinée que j'avais achetée. Ah, j'adore ça, les vieux comic books d'horreur. Moi, quand j'étais jeune, souvent dans les ventes de garage, il y en avait tout le temps plein. À cette heure, je pense plus. Là, mais quand j'étais jeune, ça, c'était mon fun, courir les ventes de garage puis acheter des vieux comics d'horreur, genre Ghostly Tales ou des fois, t'es chanceux, tu trouves Tales from the Crypt, Twilight Zone, mais il y en a beaucoup, c'était des boboches, là, genre Ghost Story ou Ghostly Tales ou des affaires. Ce que j'adore, c'est Gold Key. Gold Key? Ouais. Ah oui, eux autres, ils en ont fait beaucoup. Oui. Ils ont fait de tout. Ils ont fait des BD de Star Trek. Ils ont fait toutes sortes de cossins. Mais ce qu'ils ont fait de mieux, je trouve, c'est de Dark Shadow. Okay. C'est de la bande dessinée d'horreur. Puis t'avais le monde de Ray Bradbury. Des trucs comme ça qui venaient d'une série télé. Genre, t'avais Twilight Zone en bande dessinée. Mais c'était pas genre les scénarios que t'avais dans les émissions. Okay. C'était du nouveau stock. Okay. Mais ils reprenaient la franchise, ils reprenaient le nom. Là, ouais. là. Mais ils se basaient genre sur cet univers-là, grosso modo. Là, là. Fait que, où t'avais Boris Karloff présente. Ouais, ça, je pense que j'en ai vu un. Il y a peut-être un épisode sur Tubi. Il y a bien de la bonne shit sur Tubi. Oui, c'est devenu mon ami, Tubi. Ouais. Roku, Tubi. Comme là, en ce moment, je suis cassé. Là, puis j'ai laissé faire tous les channels que j'avais avec Prime. Puis là, j'écoute juste Tubi, puis le Roku Channel, YouTube. Puis j'avoue que Tubi, ça me satisfait pleinement. Là. Moi, j'écoute quasiment juste ça, là, du cheap horror B-movie. Puis c'est comme plein de ça. Puis il y a des affaires, ça faisait longtemps que je voulais voir, comme le dentiste. Ils ont ça sur Tubi. Ils ont le dentiste 1 puis 2 que j'ai écouté. Ça faisait depuis que j'étais petit. Je voulais voir ça, puis je le trouvais pas nulle part. Sinon, on parle de séries d'anthologie. J'aimerais ça saluer mon fan sur Facebook qui s'appelle Miraculous Intincelant. J'imagine, c'est pas son vrai nom. Il me rejoint cette semaine pour me dire, parce que dans l'épisode que j'avais fait avec Dom Massy, je parlais de la série de Freddy des années 80 avec Robert Englund, parce qu'ils ont fait une série télé avec le vrai acteur de Freddy, que c'est une série d'anthologie, là, comme des styles de Twilight Zone. T'as des petites histoires où ce que Freddy est un peu plus vedette, puis d'autres c'est juste le host, mais c'est quand même genre l'entité qui tire les ficelles pour tout ce qui se passe dans Springwood. Puis c'est ça, il m'avait entendu dire que je voulais voir cette série-là, puis je la trouvais pas nulle part, puis il m'a envoyé 24 épisodes de Freddy's Nightmare, puis que j'ai commencé à regarder ça. C'est mon petit plaisir le soir dernièrement, là. C'est vraiment, vraiment cool, là. Moi, j'étais un gros fan d'horreur, puis Freddy, j'ai grandi avec ça. Puis là, de découvrir genre 24 épisodes avec Robert Englund, le vrai acteur, en full make-up, dans des scénarios que j'avais jamais vus. Wow! C'est sûr, c'est plus cheap que les films, mais m'en fous. Je capote. Je te salue. Tu traces-tu une ligne? Tu fais-tu une bonne différence entre... Gars, moi, là, je l'avoue, là, le monde, il me voit et puis il m'entend, je suis une vieille merde. Okay? Là, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais tu traces-tu une ligne, toi, entre ce qui se faisait dans les années 60, 70, 80, puis ce qui se fait maintenant? Parce que moi, l'horreur, je trippe quand c'est âgé, quand c'est vieux, quand c'est daté.
c'est rare que tu me pognes avec de quoi de récent. Puis, Mais ça, j'ai mon opinion là-dessus. Moi, je suis un gros fan d'horreur de toute époque, que ce soit genre les films de Georges Méliès des années Oui. 1890, mais oui. à genre les films d'horreur modernes, il y en a que j'aime aussi. Mais ce que je tanné, c'est que, pas juste en horreur, le cinéma, les producteurs, ils font juste nous refaire les affaires qui existent déjà. C'est des franchises, tu sais, c'est des remakes ou c'est des super-héros qui existaient en bande dessinée ou, tu sais, c'est des reboots. C'est rare à cette heure qu'il y a des films originaux, mais il y en a quand même une coupe. Mettons, cet été, il y avait Talk to Me qui était sorti, qui est un film australien que j'ai trippé. C'est un film de fantôme paranormal, là, où elle a une main de médium mort dans le plâtre, puis là, ils font comme... En prenant la main, en disant Talk to me, après ça, ils commencent à voir les morts, puis là, ils font une affaire où ils laissent les esprits entrer dans leur corps, puis là, ils se filment, puis ils mettent ça sur les réseaux sociaux quand ils sont possédés, puis là, ils peuvent pas... Faut qu'ils disent quelque chose avant tant de secondes, sinon après ça, l'esprit est pris dans leur corps, puis là, ils sont possédés pour toujours. En tout cas, c'est comme les jeunes font des parties où ils se filment en train de se faire posséder, puis là, ils mettent ça sur les réseaux sociaux, puis ça devient comme une drogue. Mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant, c'était comme... T'sais, ça mélange ce que j'aime d'un film d'horreur avec le paranormal, mais quand même avec la modernité qui est les réseaux sociaux, puis il y a un double sens avec la drogue, c'était vraiment bon. À l'époque de Sir Conan Doyle, là, il faisait beaucoup de spiritisme. Là. Ouais. L'histoire des mains moulées dans le plâtre, là, ça existait. Ça là. vient de là? Ouais, Okay. genre parce que c'était quand que le fantôme venait les visiter, il y avait un truc où il réussissait à faire un moulage de la main du mort. Ok. Ah, mais ça, je savais pas que ça avait une origine de quelque part. Mais ça, c'est pas comme faire un remake, là. Prendre les origines de quelque part de vrai, c'est intéressant. Ben non. Ben d'ailleurs, pourquoi on fait pas ça plus souvent, là, retourner à la base, là, puis... Ouais. Mais c'est ça. Les films d'horreur modernes, je te dirais qu'ils m'excitent moins que les vieux, sauf que je vais quand même aller en voir au cinéma parce que j'aime ça, l'ambiance horreur au cinéma. Hammer sont revenus. Oui, avec Dr. Jekyll, mais je l'ai pas vu, mais dans la bande-annonce, ce que j'ai compris, c'est que c'était une femme trans, autant Dr. Jekyll que Mr. Hyde. Fait qu'on dirait, je trouve ça un petit peu, genre, forcé. Ah, ils l'ont refait parce qu'ils l'avaient fait à l'époque. Ouais, Dr. Jekyll and Sister Hyde. Exactement. Mais oui. là c'est ça, c'est pas ça. C'est une femme trans quand elle est en Dr. Jekyll, puis c'est aussi une femme trans en Mr. Hyde. Fait que je trouve ça un petit peu forcé. C'est inutile, c'est juste dire notre personnage, c'est une femme trans. J'ai pas regardé le film, fait que je peux pas en juger, mais de la bande-annonce, tu sais, si c'était genre le dédoublement, tu sais, comme tu te sens homme, tu te sens femme, il y aurait eu une connotation psychologique, mais là, de juste, c'est une femme trans qui boit une potion, puis elle devient une femme trans méchante, c'est comme... On dirait, je sais pas, on dirait que c'est juste, on voulait être trend, je sais pas, là. Ouais. C'est ça que ça sent. Il y a pas de connotation psychologique qui fait que le monde peut relate entre deux... comment... Hey, parce que ça, c'était toute une twist là, dans le film de Hammer fin 70. Là. Ouais. C'était les dernières années d'Hammer. Là. Il était un homme, le docteur Jekyll, puis il buvait sa potion, puis il se retrouvait dans le corps d'une femme. Là. Ça, il l'a sur Tubi aussi. Ouais. Je l'ai pas regardé encore, mais ça, c'est sur ma liste. C'est le fun. Ouais. Puis j'aime beaucoup l'histoire de Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Là. C'est un bon roman, je l'ai lu. Là. Ah, ok. Puis le film de 1931, c'est un de mes films d'horreur préférés, je pense. Là. Avec Frederick March qui fait Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Je sais pas si tu l'as vu. Non, je vais être honnête, je me souviens pas de l'avoir vu. Ok, c'est vraiment, vraiment un bon film. Puis c'est le premier film d'horreur pour lequel un acteur a gagné un Oscar. C'est vraiment, vraiment un bon film. Puis c'est... 1931. Ouais. Puis c'est comme... C'est très avant-gardiste, là. Autant sur... ce qu'il fait, tu sais, il est comme harcelant avec une femme, puis il va comme genre l'agresser, ou sinon aussi sur les techniques de caméra, comme avec la profondeur, avec des backgrounds ou les mouvements, c'est comme quelque chose qui se voyait pas à l'époque. Tu sais, souvent les vieux films en noir et blanc, c'est steadicam, on bouge pas, puis là c'est vraiment genre... C'est mobile. Ouais, il y a une technique qu'on voit pas à l'époque, que ça fait que visuellement c'est intéressant tout le long, là.
Fait que ouais. Wow. Si t'aimes les vieux films d'horreur noir et blanc, je te le suggère fortement. Ouais, j'adore ça, Ouais. ça. Puis un de mes préférés, là, puis on l'a montré à ma nièce, là, chez nous, là, à 16 ans, puis elle avait jamais vu ça, évidemment, là. Puis, tu sais, il a fallu qu'on la force au début, là, parce que, tu sais, les vieilles affaires, tu sais, les effets spéciaux, c'est daté. Ouais. Les maquillages aussi, tu sais, sont là, je ne sais pas. Puis là, on lui a montré pareil, tu sais, puis à la fin, t'es contente. C'est le loup-garou de Londres. Ah oui, mais ça, le maquillage, il est pas beau. Mais American c'est vraiment Werewolf bon. in London, mais c'est gluant. Ah, American Werewolf in London. OK, Oui, parce qu'il y a un film dans les années 30 de Universal Studios qui s'appelle The Werewolf of London. Fait que là, je pensais que tu parlais de ça. Puis ça, c'est le premier make-up de werewolf que Jack Pierce y a fait. Jack Pierce qui a fait le Frankenstein, qui a fait le Wolfman. OK. Puis le maquillage de Werewolf of London, ça ressemblait beaucoup à genre le loup-garou du campus qui jouait à Vrac TV. Je sais pas si t'as connu ça, là. C'est genre vraiment cheap. Puis c'est pas un beau maquillage, mais le film est quand même un classique. Là. T'es pas certain si c'est un chat fâché ou ben un loup-garou. Ouais, c'est là. ça. Mais si tu parles American Werewolf in London, ça, oui. Le John Landis. Le make-up, ils ont gagné. C'est le premier make-up artist à avoir gagné un trophée, justement. Oui. Ça aussi, je l'ai vu au cinéma cet été à Cinémathèque. Yes! Je l'avais vu, ça faisait longtemps, mais c'est bon. Pas juste parce que c'est horreur, c'est drôle, c'est punché. Oui, c'est une Il n'y a pas de comédie noire. longueur. Il n'y a pas de Exact. longueur. C'est punché tout le temps. Et la scène finale devant le cinéma, quand le loup-garou sort du cinéma puis s'attaque à la population puis à la police dans les rues de Londres, c'est capoté. Ouais, ouais. Tu sens le drame, la tension, puis tu as la fin à la King Kong, excuse-moi. Ouais. Où ce que, The Beauty Killed the Beast. Exact. C'est très, très, très classique. C'est très beau. C'est un bon film. Les effets spéciaux sont capotés là-dedans. C'est pas juste un film de loup-garou, c'est un film aussi de fantôme parce que son meilleur ami, Oui. que à cause de la malédiction, tant aussi longtemps que lui, il meurt pas, son ami, il pourrit dans les limbes, Il puis à se chaque fois décompose. qu'il réapparaît, il est toujours plus dégueulasse. C'est quelqu'un qui aime l'horreur, t'as un petit peu de tout, tu sais, t'as de l'horreur drôle, t'as du monstre, t'as du fantôme, Oui. t'as du folklore aussi quand il s'en aille dans le petit village au début. Oui, là. c'est ça. Ils arrivent dans un village anglais puis sont mal reçus. Sont dans un pub. Puis tous les villageois les regardent de travers puis ils veulent qu'ils décrissent de là. Ouais, puis Les autres savent pas pourquoi. Là. c'est le soir de la très pleine bon. lune. Ben oui. Mais quelque chose que j'ai remarqué qui fait aucun fucking sens, c'est que dans ce film-là, il y a 2 pleines lunes, 2 soirs d'affilée un moment donné. Ah! Puis c'est clair que ça se passe pas un mois plus tard, que ça se passe le lendemain. Mais c'est ça. C'est un film. Ça se peut pas, mais c'est pas grave. mais non, c'est pas important. Puis d'ailleurs, c'est là que John Landis s'est fait approcher par Michael Jackson pour faire Thriller. Ah ouais. Ben c'est, oui. c'est John Landis qui a fait le vidéoclip de Thriller. Oui. Ça, je savais pas ça. Puis c'était parce qu'il avait capoté ses maquillages. Là, tu sais. Ouais. Ça, c'est quelque chose qu'on peut pas enlever. Autant, genre, on peut parler contre Michael Jackson. Les maquillages dans Thriller sont quand même amazing. Là. Ben, c'est parce que je choisis ce réalisateur-là. C'est Ouais. ça. Il y avait du pif, là. Fait que moi, il faudrait que j'aille pisser. Me too. On va faire une petite pause, on va couper au montage. Mais c'est ça, dans le fond, on a fait un bon épisode bien rempli. T'es un plus gros fan d'horreur que je m'attendais, puis en plus, tu tripes sur l'horreur gothique. Fait que Ouais. je trouve ça nice. Si jamais il y a d'autres bons films qui annoncent à Cinémathèque, je t'inviterai. là. Ben Moi, ouais, ben ouais. je tripe aller voir des vieux films là-bas. Là. Toi, là, dans un film, là, t'en as vu beaucoup, là. De ce que t'as vu, là, n'importe quel genre confondu, la pire mort, qu'est-ce qui représente le plus la mort dans un film, la scène qui t'a marqué puis qui t'a dit ça, c'est la mort? Oh, c'est une bonne question, ça. Ça, c'est la mort. Parce Moi, qu'à là- force d'en regarder un moment donné, t'es dénaturé. Là. C'est juste du divertissement, voir quelqu'un se faire tuer, mais... Comme dans The Whole Man, là, ils meurent tous d'une façon différente. T'as un mort à peu près aux 10 minutes. Ouais, Mais moi, la mort qui m'a marqué, c'est celle dans Jaws. Jaws. Ouais, à la fin, c'est le capitaine qui se fait manger à partir des jambes en montant. là. Ouais, c'est vrai que c'est c'est Puis- marquant. Puis il se voit dans le regard du requin, puis il meurt de même. Là. Ça Ok. m'a écœuré. Là. Puis je me suis dit, c'est ça. Tu sais, la maladie, quand elle te pogne, la souffrance, tout, puis est inévitable. Puis il glisse dans la gueule du requin. Là, puis ça, Ouais. ça commence par les jambes. C'est épouvantable. Moi, c'est celle-là. Ok. Je pourrais pas te dire parce qu'il faudrait que je réfléchisse longtemps, mais une scène qui est vraiment marquante de mort dans un film d'horreur, mettons,
un film d'horreur moderne. Je sais pas si t'as vu Hereditary. Là. Non. Parce que c'est comme devenu genre un meme quasiment. Là. La petite fille, tu t'en attends tellement pas. Puis comme elle sort sa tête du char, puis elle mange un poteau, puis sa tête à l'arrache. Puis tu penses que le film va être bâti autour de la petite fille, puis finalement elle meurt quasiment au début. Puis c'est vraiment fucké comme film. C'est ça. Ça, c'était vraiment oh my god, what the fuck. Ah ouais. Ouais. Parce que tu t'en attends juste pas. Puis là, après ça, tu sais, c'est devenu comme un meme, fait que le monde le savent, puis là, je te l'ai compté, fait que tu le sais, là, mais en tout cas, ça, c'était comme, ouais. T'as la femme dans la douche dans Psycho Hitchcock, là, c'est assez Ouais, épouvantable. ça, c'est un classique, c'est juste beau visuellement. En plus, ouais. Ou quand ça c'est plus drôle, là, quand l'inspecteur dans Psycho, il tombe en bas des marches. J'avoue que c'est drôle. Mais il y en a tellement, c'est tellement un art de tuer du monde dans un film. Oui. Mais sinon, dans un autre film récent, un bout qui est vraiment atroce, c'est dans The Last Voyage of Demeter, qui est sorti cet été, qui est l'histoire sur le bateau de Dracula qui se rend de la Transylvanie à Londres, que dans tous les films, il passe ça en 5-10 minutes, puis c'est sur le bateau qui tue le plus de monde dans l'histoire parce qu'il tue tout. T'sais. Fait que moi, je trouve ça vraiment intéressant qu'ils ont fait un film de 2 heures, 2 heures et demie juste sur ce passage-là dans son histoire. Ben, c'est drôle, au lieu d'inventer quelque chose qui est hors contexte ou, tu sais, on va changer l'apparence de Dracula ou le sexe de Dracula, ce qu'ils font là, c'est qu'ils vont chercher quelque chose qui est profondément dans le mythe puis qui a été mal exploité. Ouais, c'est juste un petit chapitre dans le livre aussi, mais c'était vraiment bon. Puis tout le long, Dracula, il a sa forme monstrueuse. Il a pas l'air d'un homme charmant, il a pas l'air d'un vieux monsieur. C'est juste un monstre là, qui se nourrit du sang de ses victimes. Là. Mais c'est ça, je voulais dire, dans ce film-là, il y a une scène de mort qui vraiment, ça te laisse marquer. Puis il y a un des membres d'équipage du bateau qui est devenu un vampire. Puis là, il essaye d'attaquer le monde. Fait que là, ils l'ont attaché sur le bateau. Puis là, ils savent pas que c'est un vampire. Puis là, le soleil se lève. Puis là, il est juste comme, il est attaché. Puis il go, It burns! It burns! It burns! Puis là, il commence il brûle, puis il fond. Puis c'est comme vraiment atroce, vraiment morbide, vraiment gore. Comme scène pour un film de Dracula. Là. Ça, c'est vraiment intense. Là. Je trouve qu'ils ont bien ramené Dracula pour le re-rendre épeurant. On a eu des films genre avec Nicolas Cage. Ben, c'est sorti quasiment en même temps. Oh mon Dieu. Sinon, avec Leslie Nielsen, Dracula, c'était plus un monstre épeurant. Là. En passant, Bela Lugosi a-t-il déjà été épeurant? C'est drôle, lui, dans son cas, son Dracula... Je trouve qu'il est personnel, il est spécial, mais est-il vraiment épeurant? Mais il y a un regard, là. Ouais. Son regard est... Je sais pas. Moi je trouve que oui. Je trouve que oui. Je trouve il y a juste il est weird. Il y a un regard weird, mais en même temps, il y a comme quelque chose de charmant, mais tu le sens qu'il est wrong. C'est lequel ton préféré? Des Dracula? Ouais. Je pense que c'est celui avec Bela Lugosi. Ah ouais, moi c'est Christopher Lee. Mais c'est dur à dire entre les deux, là, parce que Christopher Lee, il fait vraiment un bon Dracula. Puis il en a fait beaucoup. C'est lui qui en a fait le plus. Là. Cet été, j'ai vu Dracula, Bela Lugosi au cinéma, à Cinémathèque. Puis j'avoue, je l'avais vu souvent. Puis on dirait de le voir au cinéma de même, c'était la première fois que je pense que je le voyais comme faux. Todd Browning. Ouais. C'est vraiment... c'est vraiment une œuvre d'art, là. Oui. C'est un peu comme une pièce de théâtre, la façon qu'il est faite, là, mais... Ben lui, il l'avait joué beaucoup au théâtre, ouais, puis à cette Lugosi, époque-là, ouais. c'est une pièce de théâtre plus qu'autre chose, ouais. Dracula. Donc, quand ils ont filmé ça, ça devait être beaucoup influencé par la pièce de théâtre, j'imagine. Puis, mais c'est ça, c'est un chef-d'œuvre de Todd Browning. D'ailleurs, j'adore Freaks de Todd Browning. Je l'ai pas vu, mais ça, c'est sur ma liste. Ah, wow! Ça a l'air, ils ont pris des vrais freaks... Oui, des vrais handicapés, des vrais gens. On peut pas les appeler de même, mais c'est ça le nom du film. Fait que... oui. C'est ça, c'était des freak shows dans le temps. Là. Oui, mais c'est un grand film, ça aussi. Puis ils ont fait un remake des années 70, je pense. Ah, je suis pas au courant. En tout cas, il me semble qu'ils ont fait un remake, mais peut-être c'est un autre film qui a un titre similaire. En tout cas. Mais si vous trouvez ça freak, ça se trouve assez facilement. Puis c'est le film sur le milieu du cirque
où on trouve des gens avec des handicaps ou donc des aspects bizarres physiques. Ouais. Là. Puis là, c'est ça, ce film-là, c'est un très grand film, mais le truc, c'est que ça a tué la carrière du réalisateur. Ah. Parce Après qu'à ça- l'époque, c'était choquant. Là. Oui. Ben oui, c'était trop avant-gardiste. Là. Tout à fait. Encore aujourd'hui, je suis pas sûr que ça passerait à cause de comment ce qui. Tu sais, tout ce qui est plus correct aujourd'hui, là, de les appeler des freaks. Mais en même temps, ça dénonce un peu ce que les cirques faisaient pour vrai. Là. Oui. Oui, mais c'était dans la tradition du cirque. Oui, tout à Ouais. fait. L'homme-éléphant. Ouais. Là, avant d'aller vers la conclusion, juste, Oui. c'est quel ton Dracula de Christopher Lee préféré? Parce qu'il en a fait beaucoup. C'est lui qui en a fait le plus. C'est probablement le premier, je me souviens pas le titre. Horror of Dracula. Horror of Dracula, c'est sûrement celui-là parce qu'on le découvre. Il descend l'escalier, ça me fascinait. Je pense que c'est celui-là. Ok. Puis C'est d'ailleurs, un des meilleurs. C'est oui. pas mon préféré, mais c'est un des meilleurs. Puis d'ailleurs, il fait un bon monstre de Frankenstein. Oui. Ils ont été sortis ces films-là, Dracula et Frankenstein. Curse of Hammer. Frankenstein. Curse of Que ça a Frankenstein. l'air, c'était le premier film d'horreur en couleur, ça a l'air. Oui, 57-58. Ouais. Puis Christopher Lee, curieusement, moi je trouve qu'il fait un bon monstre de Frankenstein. Le maquillage, il est pas classique. Mais c'est parce qu'il avait pas le droit. Parce que au début, ils voulaient le faire comme Universal. Oh, Puis Universal sont allés après eux autres, ils ont dit non. Nous autres, tu sais, on n'a pas les droits sur le monstre de Frankenstein. C'est un livre de Mary Shelley, c'est le domaine public, mais le make-up, c'est notre make-up. On veut pas vous que pouvez pas c'est reprendre ça. Fait que là, c'est pour ça qu'ils ont fait un make-up qui ressemble plus à un. Ça ressemble moins au Frankenstein qu'on s'imagine, mais il ressemble plus à un vrai cadavre. Là. Oui, On va se le dire. Là. Ça ressemble pas à ça, un cadavre avec un casque carré. Tu sais. oui, c'est ça. Oui. La face c'est une toute verte. création, bien sûr. Ouais. là. Mais c'est pour ça. Ouais. Christopher Lee, il a joué aussi la momie. Il a fait. Oui. Comme, tu sais, il a fait Dracula, il a fait le monstre de Frankenstein, il a fait la momie. C'est Sherlock vraiment, Holmes, non, Sherlock Holmes, c'était Peter Cushing. t'as raison. Mais lui, il jouait sûrement, je pense que dans Hounds of Baskerville, il joue le méchant dans ce film de Sherlock Holmes. Ouais, c'est vrai. Ils jouaient tout le temps ensemble, ces deux-là. Là. Fait que Oui. Horror of Dracula. Moi, mon préféré, c'est Dracula Has Risen from the Grave. En français, ça s'appelle genre Dracula et les femmes. Oui, T'as oui. genre 2 femmes dans le film. Je viens de le voir récemment parce que le canal Frisson en a passé Ouais. plein. Là. Ma mère, elle joue au canal Frisson dans l'émission qui commençait. C'est Corpus Obscura. Pas regardé encore. Moi, j'ai pas le câble. Puis j'aime pas vraiment les films d'horreur traduits en français. Mais en tout cas, vous irez checker ça. Ma mère, elle joue là-dedans. Corpus Obscura. Ah, ta mère est comédienne? Ben, pas vraiment. Mais en tout cas, elle joue dans des émissions à Frisson TV. Tu sais, Frisson TV, c'est beaucoup chaîne indépendante. Là. Ils produisent du matériel, ouais, Ouais, ils ouais. produisent du C'est ça. contenu. Ouais. Mhm. Fait que peut-être ça va l'amener à faire d'autres choses. Mais en tout cas, elle joue là-dedans. Ah, cool. C'est une petite parenthèse, tu parlais de Frisson TV. On va saluer aussi Rémi Fréchette qui a fait Tyman. Tyman? Ouais, une série complètement faite ici au Québec, à Ok. Montréal, avec les moyens du bord. Puis, ouais, puis c'était intéressant. Tyman, je suggère ça à tout le Comment monde. t'écris Thaï? Taille comme la cravate. Ok, pas comme la Thaïlande. Non, c'est ça. Ok. Fait que c'est l'homme cravate, mais c'est ça, c'est une série. C'est une série à Frisson TV? Oui, exact. Ok. Oui. C'est produit, je pense, par la chaîne même. ou- Ouais. Ah ouais, c'est vraiment indépendant. Ce qu'ils font là, c'est vraiment nice. Si j'avais le câble, c'est sûr que je m'abonnerais à cette chaîne-là. Comme, tu sais, j'écoute pas les films en français, mais comme le gars, il m'a envoyé la série de Freddy, ils les avaient juste en français, puis ça fait tellement longtemps que je veux les regarder que je les écoute en français pareil, là. Ah oui, Frisson, il passe la série Bizarre. C'est quoi ça? Ça, c'est Tales from the Unexpected. Ok. Je connais c'est pas ça. ça. Des histoires de Roald Dahl pour la plupart. Là. Ah oui. Puis c'est ça. Puis c'est toutes des histoires c'est des twists. Roald c'est pas vraiment Dahl, de c'est lui l'horreur. qui a écrit Willy Wonka de Chocolate Factory. me Ouais, semble. puis les Gremlins aussi, je pense. Gremlins, c'était un livre avant d'être un film? Ouais, je pense que Ah oui. ouais. Chris, on en apprend. Ouais. Fait que le gars qui a fait Charlie and the Chocolate Factory, il a écrit de l'horreur. Ouais, Mais c'est vrai que c'est un petit peu un film d'horreur pour enfants, là. ouais. Ils partent tout un par un selon... Je lis ce livre-là, c'est vraiment un bon livre, Charlie and the Chocolate Factory. Oui. J'ai le livre, le 1 puis le 2 ensemble parce qu'ils ont fait un deuxième livre. Ça a l'air après le succès du premier film. C'est
Charlie and the Elevator Glass, qu'on voit un peu dans la version de Tim Burton, mais ils n'ont pas fait le film du deuxième. J'ai pas lu le deuxième livre encore. Là. Mais celui avec Jane Wilder, c'est buzzé ben raide. Ah, ça, c'est un de mes films préférés. Ah ouais, hein? C'est un de mes films préférés. Entièrement, parce que c'est une époque, c'est que tout est fait en studio. Mm-hmm. C'est du map painting, c'est du décor, c'est des costumes, c'est du maquillage. Les chansons, là. Moi, j'aime pas les comédies musicales, mais les chansons là-dedans, Chris qui sont bonnes. Calice qui sont bonnes. À un moment donné, j'avais un trip juste. J'écoutais des chansons de Willy Wonka comme juste pour écouter ça, de la musique, là. Chris qui sont bonnes. C'est toutes des classiques. Ça, puis Rock Horror Picture Show, c'est deux bonnes comédies musicales. Bon, ouais. Puis le premier film de South Park. Ah, ouais. Ah, oui, c'est vrai, c'est une comédie musicale. Maudite marde, ouais. Fait que je vais t'amener ça à la dernière chose qu'on va se jaser, en fait, c'est parce que moi, je collectionne beaucoup de médias imprimés. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont appelées à disparaître, tu sais, quand quelqu'un tombe là-dessus, puis, tu sais, moralement inacceptable pour son époque, tu sais, il y a du monde qui vont foutre ça à la poubelle, qui vont le jeter, qui vont le détruire ou je sais pas quoi, tu sais. Fait que moi, je vais au marché aux puces Saint-Michel, puis dans des librairies, des affaires de même, puis je trouve ça, tu sais. Là, j'ai réussi à mettre la main sur des Photopolis puis des Allopolis. J'ai l'année 68, 69, 70 pour Allopolis, mais c'est l'année qui précède ma naissance, l'année de ma naissance puis l'année qui suit ma naissance. Ouais. Fait que j'ai une fascination pour cette publication-là depuis que je suis enfant. Puis c'est la question que tu voulais, c'était notre rapport par rapport à la mort. Fait que toi, t'as développé un peu ton rapport par rapport à la mort. C'est bien le fun à dire, ça. Avec le Photopolis. Ben, enfant, tu sais, t'es pas supposé tomber là-dessus. Puis, tu sais, quand on allait en visite chez du monde avec ma famille, chez n'importe qui, souvent c'était dans la salle de bain, dans les toilettes, où ça traînait plié en deux parmi d'autres vues. Là. Puis quand je tombais là-dessus, j'allais lire ça, tu sais. Puis, je sais pas si tu sais, mais les années 70-80, il y avait des enfants qui disparaissaient à tous les jours. Ça faisait la première page sans arrêt. Il y avait des. Je sais pas ce qui se passait ici au Québec, à Montréal, là, mais on dirait qu'il y avait des maniaques à tous les coins de rue. C'est pour ça qu'ils ont enlevé les parcs des McDo à cette heure. Je sais pas. Puis on lisait des affaires qu'on n'était pas supposé lire, comme des affaires de torture, des enlèvements. Ouais. Puis veut pas, ça fait travailler l'imagination aussi, tu sais. Puis ils ont toute une mentalité dans Photopolis de dire t'es chanceux, t'es encore en vie. Ouais, mais ça c'était bizarre, Photopolis, parce que c'est comme un mélange d'articles sur des true crime puis des photos érotiques. C'est du voyeurisme. Ouais. Je sais pas, c'est Sex and Death, I guess. T'es supposé avoir accès au travail, au beau travail de la police, en fait. Mais ce que t'as accès, c'est de l'horreur. Là. Ouais. De la vraie horreur. Ouais, la vraie horreur. Là. Parce mais que tu sais, t'as les détails, t'as les descriptions, t'as tout. Là. Y avait-tu toujours eu, genre, aussi des photos érotiques? Parce que moi, quand j'étais jeune, les Photopolis, c'était genre des articles criminels puis des photos érotiques. La page centrale, non, il n'y avait pas ça au début. Il n'y avait pas ça. Sauf qu'au début, t'avais beaucoup de photos, genre le cadavre avec la tête défoncée. Puis, OK, ça donne moins le goût de se crosser. Ouais, pas mal moins. Passe tes Jeffrey Dahmer. C'est ça. Ou tu sais, il a défoncé, tu sais, les titres. Il a défoncé la tête de sa femme à coups de madrier. Puis là, dans le coin en bas, t'avais une photo du madrier avec une flèche dessinée au crayon à l'encre. Chris, ça doit être le fun de lire ça, pareil. Ouais, ben t'en surtout. As beaucoup de divertissement, là. Rien de plate, là. Des vieux crimes. Ouais. Dans le temps que le monde était plus fucké. Ah, écoute, tu lis ça puis tu t'en crois pas tes yeux, là. Tu sais, c'est capoté, là. Mais c'est ça, moi, mon rapport avec le Photopolis, je me rappelle quand j'avais 11-12 ans, c'est le chum à ma mère, il m'avait donné un Photopolis. Puis c'était l'époque, genre, moitié article de crime, moitié photo érotique, tu sais. Puis c'était un spécial sadomaso. Tabarnak! Puis il y avait des photos là, de dominatrices avec des messieurs. Puis il y avait un article qui mélangeait un peu les deux parce qu'il y avait une dominatrice que sans faire exprès, elle avait tué son esclave en l'étranglant trop fort. Tu sais. Puis en tout cas, là, il y avait plein de photos. Puis avec cette revue-là, j'ai découvert que j'aimais ça, le sadomaso. On dirait que j'avais jamais vraiment vu rien avant ça. Puis c'est ça qui m'a starté un peu... mon côté kinky, ça partit avec un Photopolis, mais tu sais, pourquoi mon beau-père m'avait donné ça quand j'avais genre 11 ans? C'est ça, c'était mon entourage dans lequel j'ai grandi. Ouais. Ouais.
C'est weird pareil. Mais t'avais la page centrale là, qui était une espèce de courrier du sexe. Ouais. Puis on a su à un moment donné que la femme sexy en bébédole, là, qu'on voyait la photo, je pense qu'on voyait pas le visage, là, on voyait juste le bas de la bouche là, puis le corps. Là. Parce que t'as plein de boutons. Ben, en fait, c'est parce que c'est un homme Ouais. qui répondait au courrier du sexe. Il n'y avait pas de femme de l'autre côté. C'est l'ancêtre du fish catfish. Le catfishing. Ben oui, le monde écrivait, puis il était sûr que c'était une femme qui écrivait le courrier sexy. Puis c'était un homme qui répondait à ça. Toi, t'avais quel âge quand t'avais ces revues-là? Quand je tombais là-dessus, là, j'avais 9-10 ans. Ok, t'étais comme encore plus jeune que moi. Ouais, ben ça traînait vraiment, là. Ça se vendait. Ok. Les adultes laissaient ça traîner un peu partout. Même au dépanneur, t'allais acheter une pinte de lait pour ta mère. Puis à hauteur du Journal de Montréal, en bas, c'était tout le même format, le tabloïd. Là. Puis si je me trompe pas, là, que ce soit Éco-Vedette ou Photopolis ou Journal de Montréal, je pense que c'était tout l'ancêtre de Québécois qui publiait ça en même temps. Là. C'était des publications. T'avais Photopolis, Allopolis, Hebdopolis, Police. Tu les avais toutes, t'en avais plein. Puis comme je te donne l'exemple de Hebdopolis, là, le ratio de sexe, c'était pas de 20-80% comme dans Allopolis. Dans Hebdopolis, c'était 80% sexe puis 20% crime. Tu sais, fait que... Puis il fallait toujours qu'il y ait une photo choquante sur le cover. Puis on était enfant, puis c'était à notre hauteur au départ. T'allais te chercher un popsicle, tu voyais ça en passant, puis tu restais là, tu sais. Tu regardais les covers, tu sais. Ouais, à une autre époque. Ouais, puis ça se vendait pas cher, là. Puis c'est avec ces revues-là que t'as compris c'était quoi la mort? T'avais pas vécu, mettons, ta grand-mère ou ton arrière-grand-mère? Non, pas encore, tout le monde était trop jeune un encore. vieux chien. Ben, j'ai perdu mon père à 5 ans. Ok, mais ouais, c'est dur de s'en rappeler, I guess. Là. Non, je m'en souviens, sauf que pour être honnête... C'est très, très abstrait quand t'es enfant. Ouais. Parce qu'il est là, il est plus là. Je l'ai vu à l'hôpital, mais écoute, avoir de la peine, je pense que c'est arrivé bien plus tard, puis c'était pour d'autres raisons. Non, tu comprends pas tant que ça quand t'es enfant. Ouais. Tu sais, à moins de l'avoir vu de tes propres yeux, là, s'éteindre, tout le kit, mais non, pas tant que ça. Puis, ouais, c'est un premier contact avec ça. Puis c'est weird. Tu sais, veux dire, tu trouves des affaires là-dedans, là, ils t'expliquent absolument tout. Allopolis puis Photopolis, tous les détails étaient là. C'était fait là, pour dire au monde, regardez ce qui arrive au monde qui sont pas prudents. Regardez au monde ce qui leur arrive quand ils sortent le soir, c'était ça. Tu sais. Fait que là, toi, tu lis ça, puis t'es chez vous, puis tu te dis, ah, hey, moi, je suis correct, je te cite, tu sais, puis je suis pas une mauvaise personne de même. Ah, non. Moi, je suis une bonne personne parce que moi, je ne commets pas ces crimes-là. Moi, je les lis dans le journal. Tu sais. Mm-hmm. Il y avait un petit peu de ça. OK. Mais bon. Fait que est-ce que c'est ça qui a fait que je me suis intéressé à l'horreur, au cinéma, puis dans d'autres affaires? Peut-être. Tu sais. OK. Peut-être. Mais je pense que le chaperon rouge, ça jouait ce rôle-là. Tu sais, de faire peur aux jeunes, puis de leur dire, regarde ce qui peut t'arriver si tu t'aventures, puis si... Oui, finalement, ça t'a juste développé un intérêt morbide. Ouais. Moi, mon rapport avec la mort, ben, tu sais, c'est sûr, j'ai grandi d'un film d'horreur. Là. Moi, ma mère était une grosse fan de films d'horreur. Elle avait plein de VHS et des figurines. Chez nous aussi, ben pas à ce point-là, mais ouais, ma mère aimait beaucoup les films d'horreur. J'ai commencé, tu sais, ben jeune, mettons à 5 ans, j'avais vu Jaws, Cujo, Creepshow, Gremlin. Mais à 9 ans, là j'ai commencé genre Friday the 13th, Nightmare on Elm Street, Evil Dead. Puis à 9 ans, j'ai commencé à en manger. Là, tu sais, genre, c'était peut-être jeune, mais c'était comme, je découvrais ça. Puis je trouve que c'est, à cet âge-là, tout est tellement fascinant. Je trouve que c'est une bonne âge pour genre découvrir les meilleurs. Là. Je me faisais garder par ma grand-mère tout l'été, là. Puis là, je pouvais veiller là, jusqu'à temps que les postes de TV ferment. Là. Mm-hmm. Puis il y avait toujours un deuxième puis un troisième film la fin de semaine. Là. Puis le troisième, c'était souvent un film d'horreur. OK. Vous le regardiez. Ben oui, puis t'avais le 24 heures du 10. Où c'est que Télémétropole, TVA, là, maintenant, là, il restait ouvert pendant 24 heures. Puis là, au début, c'était des comédies. Puis après ça, plus que tu avançais dans le temps durant la nuit, ben là, tu avais des films sexy comme Emmanuel. Puis tu avais des films d'horreur. Puis là, c'est là que tu voyais les affaires les plus fun. Mm-hmm. Moi, c'était avec la collection de VHS à ma mère que j'ai grandi. Là. Elle avait un gros coffre rempli. Puis
un moment donné, d'un déménagement, son chat, il a pissé dedans. Il a fallu qu'elle en jette plein. C'est bien dommage. Mais c'est ça, tu sais, j'ai grandi dans l'horreur. Ma mère a la peinture aussi, tu sais, elle fait pas juste des covers de films qui existent déjà, là, elle fait du surréaliste d'horreur aussi, là. Fait que, puis par rapport à mon lien avec la mort, tu sais, nous autres, j'ai grandi dans une famille où on croit beaucoup aux esprits, la vie après la mort, les croyances païennes, néo-païennes. Fait que c'est sûr, jamais, mettons, j'ai compris la mort jeune. J'ai vécu la mort pour la première fois vieux, par exemple, parce que c'est quand ma grand-mère est morte, quand j'avais genre 19 ans. Avant ça, j'avais pas vécu la mort de personne d'humain, là, peut-être des animaux, là, mais c'est toujours... c'est pas quelque chose qui m'effraie, c'est plus quelque chose qui me fascine, je te dirais. C'est sûr, c'est toujours triste de perdre un proche, là, c'est toujours triste. Tu seras pas... t'es pas supposé être heureux quand ta grand-mère elle meurt, là, mais c'est quand même... c'est quelque chose qui me fascine, puis... Moi, je suis ouvert d'esprit, puis je pense pas... Mes croyances sont pas ancrées dans le béton. Genre que je crois que tout peut être une possibilité. Il y a rien qu'on peut dire oui, c'est ça qui est vrai ou non, ça c'est pas vrai. T'sais. Tant qu'on le sait pas, on le sait pas. Ouais. C'est ça. J'ai pas trop hâte de mourir, mais c'est pas quelque chose qui me fait peur, je pense. Moi, c'est souffrir qui me fait peur. Souffrir avant de mourir? Ouais. Genre, mettons, les gens qui ont une maladie ou quelque chose qui te détériore. Là. Ouais, tu sais, un cancer du foie, exemple, ils peuvent pas te donner d'antidouleur. Ben, ils t'en donnent, mais c'est parce que le foie, il transforme plus. Mm-hmm. Fait que l'antidouleur fonctionne plus. Ça, c'est l'horreur, là, tu sais. Ça, c'est bien plus épeurant que de dire « Ah, tu t'éteins comme ça. » Ouais. Parce que si tu t'endors dans ton sommeil, là, t'as pas de mérite, puis c'est bien cool, là, tu t'en vas, puis... Mais tu peux avoir peur de qu'est-ce qu'il y a après, de pas savoir, là. Il y en a qui ont peur du néant, de juste plus exister, qu'il n'y a rien, ou ceux qui ont peur d'aller en enfer. Je l'ai réalisé sur une moche à 25 ans, je pense. T'as réalisé quoi? Que j'allais mourir un jour. Puis je suis devenu à jeun de même, j'ai dégrisé vite fait. Ah ouais. Ouais, ça s'est même habité, puis c'est là que j'ai eu conscience que je pouvais m'éteindre n'importe quand. Puis là, après ça, je m'en ai souvenu. Après 25 ans, je m'en ai toujours souvenu. Puis ça a été une source d'anxiété. OK. Ouais, ça m'a même fait boire beaucoup. T'es-tu encore anxieux par rapport à la mort? Oui, mais beaucoup moins. OK. Parce que je pense que l'alcool exacerbait ça. Ça increase le stress. Ouais, mais moi, je pensais que je me l'enlevais, là. Mais en fait, l'alcool faisait l'effet contraire. L'alcool ne fait rien de bon, vraiment, là. Non. Tu sais, c'est pas vrai que ça te fait oublier tes problèmes. Moi, j'ai plus l'impression, quand je bois, j'ai plus tendance à être triste. Si j'étais triste avant de boire, ça va juste... Je vais être plus triste. Les effets sont variables d'une personne à l'autre, mais je te dirais que dans l'abus, ça finit tout par se ressembler. Ouais, ben ouais. Soyez pas des alcooliques chroniques. Ben merci François de m'avoir invité. Mais de rien, merci à toi d'être venu. C'était super intéressant. Ça faisait vraiment longtemps qu'on voulait faire ça. Ben ouais. Je suis vraiment content. Un nouvel épisode qui va sortir. Ça va m'être. Je vais être actif sur les réseaux sociaux après un certain temps. Excellent. Fait que, je pense qu'on va conclure ça là-dessus. C'était un épisode bien rempli avec beaucoup de contenu intéressant. Bien content de jaser avec toi. Merci beaucoup. Merci tout le monde. À la prochaine. Je sais pas si tu as des petites plugs, t'as ta soirée. Oui, venez nous voir à l'open mic de l'Atomique au Café Atomique sur Ontario. Donc, on vous attend les deuxièmes jeudis du mois, puis les 4e jeudis du mois, on est là. Puis sinon, peux-tu te suivre? T'as-tu une page Facebook Maurice? Pas encore. Pas encore. Je suis passé à mon affaire, Okay. mais vous pouvez me voir sur certaines soirées puis sur des open mic. J'essaye de jouer un peu partout, ce qu'on me donne la chance. Là. Bon. Je fais du stand-up. Yes. C'est ça. Sinon, moi, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube pour avoir mes épisodes en vidéo. Sinon, vous pouvez vous abonner à toutes les plateformes audio, Balado Québec, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts. Si vous voulez encourager ma chaîne, vous pouvez vous abonner à mon Patreon. Vous allez avoir accès à tous mes épisodes un mois d'avance. Sinon, suivez-moi sur Facebook, que j'annonce toutes mes dates de show. C'est pas mal ça. Merci beaucoup tout le monde. À la prochaine.